Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Coup de théâtre au dernier chapitre parce que le nom de Harry est ressorti de la coupe de feu. Mais comment est-ce possible ? Qui a mis le nom de Harry dans la coupe ? Et surtout, pourquoi ? Tant de questions qui vont tourmenter notre pauvre héros dans ce chapitre 17. Comme d'habitude, on va accompagner Harry dans ses malheurs du quotidien. Et comme d'habitude, on va le faire en compagnie d'un invité. On est très heureux de recevoir notre auditeur Clément sur cet épisode. Salut Clément, bienvenue. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Salut Jérémy, salut Marina. Je suis vraiment très content d'être invité. Bah oui, t'as posé ta candidature et on peut le dire tout de suite, tu as une particularité. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Il nous vient tout droit de Poudlard. Bah oui, justement. Secret révélé. Tu pourrais être à Poudlard parce que on est content parce que tu es le plus jeune des invités qu'on ait reçus. Je sais pas si on peut le dire. Quel âge t'as ? Oui, bien sûr. Donc t'as 15 ans. T'as 15 ans, c'est ça. Et donc au début, c'est vrai qu'on a reçu que des adultes parce que même pour des raisons légales, on savait pas trop comment faire. On a réussi à trouver une solution et c'est intéressant en vrai que ton regard de plus jeune. Ça change carrément de point de vue. J'ai pas du tout découvert en fait à la sortie des livres et tout ça. J'ai pas eu cette chance de voir les films au cinéma. Du coup, je pense que ça va être intéressant de voir un peu différents points de vue sur ça. Attends, je suis en train de faire le calcul avec ton âge sur ton année de naissance. Non, ça va nous faire du mal. 2008. 2008. Mais attends, c'est-à-dire que je suis né après la sortie du dernier Harry Potter. Ouais, c'est ça en fait. Et ouais, c'est ça. Et même au niveau des films, t'as dû connaître. Enfin non, t'as connu aucune sortie cinéma. Je pense que t'étais trop jeune, non ? Non, puisque j'étais trop jeune. Oui. J'allais pas aller un an à la sortie des Reliques de la Mort. Non, voilà, c'est ça. Eh ben, ça nous rajeunit pas tout ça. Ah là là. Non, c'est intéressant parce que en vrai, on a beaucoup d'auditeurs jeunes en fait qui nous écoutent. On le sait, on reçoit pas mal de messages. Il y a beaucoup de collégiens, de lycéens, et puis même voir des plus jeunes qui nous écoutent des fois quand les parents sont là. Ils nous écoutent aussi. Donc on sait qu'on a des auditeurs et des auditrices qui sont jeunes et on s'ouvre maintenant à recevoir voilà, des invités plus jeunes et on est ravis de t'avoir Clément. Et justement, comme t'es un peu plus jeune, tu dis voilà, j'ai pas découvert, enfin j'étais beaucoup trop jeune, j'étais même pas né quand il y avait la sortie des livres et des films et tout. Est-ce que tu peux nous dire justement comment ça s'est fait ta découverte d'Harry Potter ? Alors en fait, jusqu'au CM1, j'avais aucune idée de ce que c'était. Enfin, aucune idée, je pense que je savais que c'était un sorcier avec des lunettes, mais vraiment rien de plus que ça. Et en fait, en CM1, ma professeure, elle a fait une année à thème Harry Potter. Et donc moi je connaissais pas du tout. Et en fait chaque vendredi on lisait un chapitre ou quelques pages de Harry Potter 1. Et à la fin de l'année on a regardé le film. Et en fait on était répartis en 3 maisons. Et, donc Poufsouffle, Serdaigle et Gryffondor. Elle avait retiré Serpentard parce que voilà c'est un peu. Oula, ça va faire jaser ça. En vrai dans une classe de CM1 c'est compréhensible quoi parce que si tu catégorises un quart de la classe en tant que les méchants un peu. Ouais. Donc voilà. Moi j'étais chez Poufsouffle. Et je me souviens, et en fait, il y avait une coupe des 4 maisons, hein, donc on avait des bonus si on avait si on avait genre 10 points pour Poufsouffle, si on avait une très bonne note ou quoi. Du coup, c'était assez sympa comme concept, en fait. Et ouais, tout tournait, en fait, autour de l'univers d'Harry Potter. Et du coup, j'ai carrément découvert par ça. Et dès que l'année s'est finie, j'ai enchaîné avec le 2, le 3, le 4, et j'ai tout dévoré, quoi. Ok. Voilà. Okay. Et c'est vrai que ouais, du coup, tout était déjà disponible, quoi. C'est-à-dire tous les livres, tous les films. Il n'y avait pas de l'attente. Ouais. T'as fait quoi d'ailleurs ? Tu t'es dévoré les films d'abord et puis après tu t'es lu les livres. Du coup, je pense que le 1, j'ai lu le livre d'abord, vu que le film on l'a regardé à la fin de l'année. Et après, ça m'étonnerait de moi que j'ai réussi à résister de pas regarder les films. Donc, je pense. Et puis en plus, c'est avec les films qui passent sur TF1, tout ça. C'est le truc un peu à tout s'en mêler, quoi, et à regarder le 4 avant de lire le 3 et tout, quoi. Du coup, je sais plus trop, mais et en fait, j'étais encore un peu jeune. Du coup, on m'avait dit la fin du 4, le film, attends un peu, parce que tu sais, c'est Voldemort et qui revenait quoi dans son chaudron et tout ça, et qui
les petits gros qui se coupent la main, tout ça. Du coup, on m'avait dit, ouais, fais un peu attention, attends un peu. Mais oui, du coup, je pense que j'ai fait un peu un mix, quoi, un peu des livres, des films. Voilà. Je l'avais raconté, je crois, mais j'ai eu une séance de Harry Potter et la coupe de feu, parce que je crois que j'avais dû le voir 2, peut-être voir même 3 fois quand c'était sorti. J'étais vraiment un peu, voilà, déjà bien fan. Et je me souviens que dans une des séances, il y avait des enfants qui pleuraient dans la salle. Parce que parce qu'il y avait ce truc encore Harry Potter, ouais, le film pour enfants et tout. Et en fait, non, la coupe Pour de le feu. 4, oui, ouais, mais le la 4, fin, ouais. elle est un peu... Mais même le 3 a déjà en fait, été. Rien que le 1, Oui. je me suis, enfin, la tête derrière une tête, enfin, moi, ça m'avait pas trop choqué, mais je sais que ma petite sœur, je l'avais regardé avec elle. Enfin, c'est quand même quelque chose, si t'es pas prêt à voir, quoi. Tu vois une tête derrière le turban, Moi, et j'avais en plus, 11 c'est un ans, film c'est Chris Columbus, quoi, mais. mais Ouais. la scène dans la Mm. forêt où il boit le sang de licorne, j'avais Mm. 11 ans, mais ça m'a fait quand même frissonner au cinéma. Oui, ouais, il y a cette scène aussi. Et tu l'as vu, du coup, au studio. Je sais pas si tu t'en souviens, comment dire, le moule de la tête de Voldemort qu'ils avaient prévu à la base derrière Ça, je m'en souviens plus. la tête de Quirrell, parce qu'ils avaient vraiment prévu un truc beaucoup plus effrayant que ça. Ouais. Et ils sont revenus pour faire une tête normale. En fait, Voldemort, il a une tête normale. Et parce que déjà, en fait, il voulait pas que ça soit trop effrayant, et ça l'est déjà un peu avec une tête normale. Ouais. Alors que je pense, au vu de la description dans les livres et tout, je pense que dans leur premier essai, enfin dans une tête plus monstrueuse, ils sont plus proches de ce qu'imaginait J.K. Rowling en fait dans le livre. Je trouve que dans le livre, c'est encore plus flippant en vrai. Non, ok, mais c'est intéressant. Donc, t'avais été réparti à Poufsouffle, mais est-ce que tu t'identifiais à une autre maison? C'est un peu compliqué puisque, bon, du coup, d'origine, je suis Poufsouffle, quoi, avec cette histoire. Ouais. Les tests, ils me disent que je suis Gryffondor. Et maintenant, je me reconnais un peu en tant que cerf d'aigle. Donc, Chapeau flou. ouais, chapeau flou. Ok. Gros chapeau flou, là. Non, bah, je dirais peut-être plus cerf d'aigle maintenant. Même si je pense que Poufsouffle me correspondait bien. Mais plus cerf d'aigle. Ok, bah ça va être sympa. Merci Clément. En plus, on fait un enregistrement sur différents créneaux horaires parce que t'es en voyage, voilà, En échange culturel. En échange culturel et tout, donc Ouais. c'est trop bien. Vis ta jeunesse à fond. En tout cas, ça Ouais. a l'air de bien commencer. Ouais, j'ai de la chance. Et donc du coup, tu vas nous suivre sur le chapitre et puis sur l'after show. On dit 2 mots sur l'after show. Ouais. Ça va être un jeu. Le jeu des 4 champions. J'avais toujours pas intégré les règles du jeu il y a 2 jours. C'est pour ça que j'ai envie que tu les racontes, parce que je me suis rendu compte il y a 2 jours que Marina avait pas compris ce qu'on allait faire. Non, en fait, les auditeurs nous ont proposé différentes questions. Patreon. Sur Patreon, oui, pardon. Les Patronus. Et c'est par exemple, avec qui tu préférais, admettons, boire un café. Et là, on va devoir choisir entre les 4 champions. Moi, j'étais partie sur on peut choisir Ron ou on peut choisir Arthur Weasley. Non. Là, on peut, mais ça resserre le truc. On va avoir le ça choix donne un peu entre plus de challenge. Krum, Harry ou Cédric. En plus, ça fait référence au chapitre, parce qu'on a fait des after-shows. Donc, on vous rappelle, les after-shows, c'est les petits contenus additionnels exclusifs à ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Et les derniers, on a fait des trucs assez élevés en termes intellectuels. Le symbolisme religieux. On a eu la fanfiction sur la dangerosité du monde Harry Potter par rapport à notre monde à nous. Et je dis la fanfiction parce que c'était le sujet de thèse de notre auditrice Amy, donc sujet de thèse, un truc, c'était c'était même son sujet de thèse, c'est la légende arthurienne, donc c'est voilà des trucs un peu assez élevés en termes de qualité et d'intellectualité, vous voyez, je n'arrive même pas à le dire, donc là on retourne sur un truc un peu plus fun, voilà, on vous propose ça, mais avant bien sûr il y a ce chapitre 17 et la suite de l'aventure de la coupe de feu. D'ailleurs, je crois qu'il est temps de rejoindre la grande salle qu'on a laissé plonger dans la stupeur, rappelez-vous, lorsque Dumbledore a annoncé Harry comme 4e champion désigné par la coupe. Donc on prend sa respiration, on garde son sang-froid et on se prépare avec Harry à suivre notre destinée. Suivez-nous. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 17. Les 4 champions. Harry Potter. Non, ce n'était pas un rêve ou un malentendu. Le nom d'Harry Potter a bien été prononcé par Dumbledore.
Le silence est tel qu'Harry a l'impression d'avoir une sorte de bourdonnement dans les oreilles. Ça, je pense qu'on l'a tous vécu, ce moment où il y a un silence tellement pesant que le silence est finalement bruyant dans les oreilles. Je sais pas si vous vous rendez compte, non, de ce moment que vit Harry. Bah, peut-être aussi le stress, en fait. Quand t'es stressé... Limite le cœur qui bat dans les oreilles. On entend battre. C'est terrible. Ça me rappelle les souvenirs de théâtre quand j'étais plus jeune à l'école, où j'étais hyper stressé de monter sur scène, et dans les coulisses, il y a un peu ça, il y a du bruit étouffé, en même temps, t'as l'impression de rien entendre. Tu montes sur scène, tu sais qu'il y a plein de gens, mais tu vois personne. Et puis là, pour Harry, c'est encore pire. C'est Harry Potter, donc déjà de base, il est super connu. Et en plus, là, normalement, il n'y a que 3 champions. Il sait que ça annonce rien de bon, quoi. Tout le monde va le détester. Tout le monde va... Du coup, on peut très bien comprendre ce que Harry ressent là, puisque ça doit être vraiment horrible. Puis surtout, je pense que Harry, il s'est dit peut-être cette année-là, je vais être tranquille parce qu'il y a un tournoi, ça va occuper tout le monde. L'attention sera portée sur d'autres gens. Et là, il fait quoi? Et puis même le lecteur, il se dit, voilà, on est reparti. Il y a un truc où la Poudlard, fallait qu'Harry participe. Ouais. Et donc personne ne bouge à part McGonagall qui se lève pour murmurer quelque chose à l'oreille du directeur de Poudlard. La première réaction d'Harry, c'est de se retourner vers Ron et Hermione pour leur assurer qu'il n'a pas mis son nom dans la coupe. Mais ses 2 amis restent à le regarder d'un air ahuri. D'ailleurs, sur le petit détail de McGonagall qui murmure quelque chose à l'oreille de Dumbledore, on ne sait pas ce qu'elle murmure, mais J.K. Rowling l'a dit. Elle l'avait dit, vous savez ou pas? Non. Non, après j'imagine, vu ce qu'elle dit dans la suite du chapitre, c'est genre, c'est quoi ça? Faut pas le laisser participer, quoi. Parce que, elle est vraiment très... Alors presque. Elle est très empathique avec Harry, quoi. Elle veut pas le laisser participer du tout. Ouais, carrément. Et plus précisément, à ce moment-là, J.K. Rowling a dit que McGonagall, elle dit à l'oreille, elle murmure à l'oreille de Dumbledore, il a triché ce petit bâtard. Bah... C'est ce qu'elle a dit. C'est quoi? Il a triché ce petit bâtard. Elle a jamais dit ce Et en fait, elle a dit qu'elle pouvait pas le mettre dans le livre parce que fallait, voilà. Pardon. Je t'ai coupé pour cette blague de... Alors donc, moi je pense que... Sacré McGonagall. Oui, sacré McGonagall. Ouais, ça m'étonnait parce que moi je pensais plutôt qu'elle allait... Puisque Dumbledore, il semblait aussi ahuri, bloqué comme tous les autres. Et peut-être qu'elle lui a dit, il faut peut-être aller le déplacer dans la salle après... J'aime bien penser qu'il a quand même... Il a triché ce petit bâtard. Parce qu'après, c'est que après que McGonagall lui ait murmuré quelque chose dans l'oreille, c'est alors que Dumbledore demande à Harry de venir. Donc je pense que c'est elle qui l'a un peu réveillé de son étourdissement, quoi. Donc ce qu'il fait, Harry, il rejoint Dumbledore pour aller ensuite vers lui, mais maladroitement, c'est noté qu'il se prend les pieds dans sa cape et tout, le pauvre, parce que le chemin à parcourir semble si long. Alors Dumbledore, une fois qu'il arrive devant lui, il lui indique la pièce voisine, sans un sourire. Et même Hagrid, d'habitude qui est si chaleureux avec Harry, reste abasourdi comme tous les professeurs à la table qui le regardent passer silencieusement. Cette scène dans le film, elle est vraiment bien faite. Hein. On voit vraiment, il y a le professeur Rogue avec son regard, Alan Rickman, il fait un regard incroyable à Harry. Harry traverse vraiment toute la salle et on voit vraiment, on peut ressentir la pression, quoi. Il regarde un peu tout le monde, Dumbledore, il est perdu. Il y a Karkaroff, Madame Maxime, ils sont dans le film, ils ont très bien réussi ça, je pense. Même dans le livre, je trouve qu'on ressent le stress qu'Harry peut ressentir à ce moment-là. Ouais, dans le film, il y a un effet qui est pas banal, qui va être repris d'ailleurs par David Yates. C'est que McNoël, il aime bien faire des plans subjectifs, c'est-à-dire on voit exactement ce que voit Harry, comme si on était Harry. Et je crois que c'est ce qu'il fait dans cette scène. Quand il y a Dumbledore, en fait, c'est comme si Dumbledore nous regardait, pareil. Et puis il y a un plan assez connu dans la Coupe de Feu, quand plus tard, Harry, il est dans la salle avec les champions et que Croupton annonce, ça c'est dans le film, Croupton annonce qu'il n'a pas le choix, Harry, il est le 4e champion, et tout le monde se retourne pour le regarder. Et là, on a un plan avec tous les adultes qui le regardent, et en fait, ils nous regardent nous, ils regardent le spectateur. Et ça, c'est un effet et David Yates le refait, par exemple, dans Les Animaux Fantastiques, c'est même un peu bizarre. Mais c'est un effet toujours un peu chelou au cinéma, mais qui marche bien. C'est pour ça peut-être que tu t'en souviens, Clément. Ouais. Arrivé dans la fameuse pièce, les tableaux qui recouvrent les murs se tournent vers lui pour le regarder. Harry retrouve les 3 champions regroupés autour du feu.
En voyant Harry, Fleur lui demande ce qui se passe maintenant et s'il faut qu'il retourne dans la grande salle. Elle n'a aucune idée de ce qu'il vient de se passer. Non, il n'est pas venu leur transmettre un message, mais Harry, ne sachant pas quoi faire, il reste immobile à les regarder. L'arrivée de Ludo Verpet met un fin à ce moment. Contrairement à tout le monde, lui n'est pas impassible. Il prend Harry par le bras pour le présenter comme le 4e champion du tournoi des 3 sorciers. Même Fleur croit à une blague. Ce n'est pas possible, il est bien trop jeune pour participer. Ludo lui indique que la règle de l'âge n'a été instituée que depuis cette année, mais qu'étant donné que son nom est sorti de la coupe, ils n'ont pas d'autre choix que de s'y soumettre. C'est dans le règlement. Les directeurs et directrices entrent à leur tour accompagnés de McGonagall et Rogue. Madame Maxime et Karkaroff sont choqués de cette nouvelle. Poudlard a 2 champions, et si la limite d'âge pouvait être transgressée, ils auraient proposé bien d'autres candidats à eux aussi. Rogue, lui, se contente de faire peser la responsabilité sur Harry, avec en supplément une once de méchanceté. Après tout, Dumbledore ne doit pas prendre la responsabilité à la place d'Harry. Après tout, depuis qu'il est dans cette école, le jeune garçon n'a pas arrêté d'enfreindre le règlement. Rogue n'en manque pas une pour se venger d'Harry. Rappelons qu'à ce moment, Harry n'a encore que 14 ans. On peut s'arrêter vite fait sur Rogue, parce que je me suis même demandé, mais pourquoi il est là? C'est-à-dire qu'il a suivi Dumbledore. Au même titre que McGonagall, parce que s'il y a 2 directeurs des maisons, les 2 autres, ils doivent l'accompagner aussi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Madame Choura pour Cédric Diggory. Après, on est sur un truc exceptionnel pour Harry. Je peux comprendre qu'il y ait McGonagall parce qu'elle représente sa maison, mais Rogue, clairement, il a rien à faire là. Et en fait, il est juste là, quoi, pour déverser son sel, quoi. En fait, c'est ces moments-là où Rogue est vraiment puéril, quoi. Il pue le seum, quoi. Il veut vraiment enfoncer Harry à tout point. On dirait vraiment un enfant de 10 ans, quoi, qui veut absolument trouver ce que l'autre a fait de mal. Et non, c'est lui qui a fait ça. Et non, c'est lui qui a tort et tout. Alors, vraiment, Rogue, il fait un peu pitié dans ces moments-là. Mais c'est là où c'est intéressant que tu aies 15 ans, parce que ça se rapproche de l'âge d'Harry dans les films. Et imagine qu'un prof se comporte avec toi comme Rogue se comporte avec Harry. Ouais. Comment tu réagis? C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable quand même, si on remet dans le contexte. Il y a un truc, je sais pas si c'est à ce moment-là que Fleur appelle Harry un petit garçon. Oui. C'est le moment que t'as dit. Et j'aime bien le fait que Harry, il est en panique et tout. Il est figé, quoi. Il est spectateur de ce qui se passe. On est tout le temps dans son point de vue. Là, c'est intéressant parce qu'il est là en mode, il écoute les gens parler et lui, il n'intervient pas. Même Maugrey, à un moment, va dire, le seul qu'on n'a pas entendu, c'est Harry. Et j'aime bien quand même que malgré sa stupéfiction, il y a l'ego de Harry qui se réveille quand Fleur l'appelle stupéfaction. J'ai dit quoi? Stupéfiction, c'est le sort. C'est le côté Potter. Le mec est trop dans l'univers et Je suis stupéfixé par ce qui se passe. Et voilà, il est stupéfait. Mais néanmoins, quand il se fait appeler un petit garçon par Fleur, il est là en mode ça va, c'est qui elle, pour qui elle se prend, quoi. En plus, elle est guère plus vieille que lui, enfin plus jeune que lui. Je vais arriver plus vieille. Ouais. Parce que Fleur, elle a 2 ans de plus, c'est ça? Peut-être 3 même. Ça va. Parce que Harry a 14 ans et il faut avoir 17 ans pour participer. Du coup, 3, j'imagine. Mais à cet âge-là, ça fait une différence. C'est ça le truc. D'ailleurs, c'est la première impression qu'a Harry quand il rentre dans la salle. Il fait ils font tous une tête de plus que moi. Ils sont grands. Ils sont grands. Hein. En fait, quand t'es en 4e, parce qu'Harry, du coup, il serait en 4e, les premières, ceux qui sont au lycée, quoi, ils te paraissent comme des. Oui, c'est géants, vrai. Quoi. J'avais oublié ça. C'est pour ça qu'on a Clément qui a 15 ans et qui nous rappelle tout ça. Parce qu'il est en train de le vivre. Non, je me rappelle surtout quand tu rentres en 6e, les 3e te paraissent tellement plus vieux et plus matures que toi. C'est incroyable. Alors qu'en vrai. Alors que quand t'es en 3e, tu fais encore des blagues immatures et tu vois les 6e comme des nains, quoi. Sur 15 ans, t'es en quelle classe? Alors, j'ai sauté une classe, du coup, l'année dernière, j'étais en seconde. Et là, si je faisais pas mon année d'échange, je serais en première. Ok. Ouais, c'est ça, c'est qu'en 3e, t'es le boss de ton collège, et puis après, quand t'enchaînes avec le lycée, tu deviens le petit seconde, quoi. Tu redescends de ton piédestal. Ouais, c'est vrai. Dumbledore, en tout cas, stop Severus d'un merci assez ferme. On imagine bien le merci Severus. Ouais. Et là, chers amis, chers auditeurs qui n'ont vu que les films, voilà une grande différence entre film et livre qui hérisse les poils des fans.
Alors que dans le film, Dumbledore se jette sur Harry en lui demandant s'il a mis son nom dans la coupe de feu. Est-ce que tu as mis ton nom dans la... En français, c'est est-ce que tu as mis ton nom dans la coupe de feu? Petit bâtard. Encore une fois, ça s'était coupé. Il disait petit bâtard avant. Dans le livre, il se passe ça. Harry, est-ce que tu as mis ton nom dans la coupe de feu? Demande Dumbledore d'un ton très calme. D'un ton très calme. Tu entends ça, McNewell? Ouais. C'est incroyable. Il le plaque. Il le plaque contre l'armoire. Oui. Ah ouais, c'est balayette et tout. Ah ouais. Mais oui, mais pourquoi ce choix artistique? Pourquoi ça ne ressemble tellement pas au Dumbledore des livres? Après, Michael Gambon, dès le 3, en fait, avait proposé un Dumbledore un peu plus rustre, je dirais, que son prédécesseur. Et je crois que McNewell voulait pousser le bouchon plus loin. Dumbledore, dans le film, ne fait que gueuler pendant le 4e film. Hein. C'est hallucinant. Il ne fait que gueuler. Parce que McNewell voyait bien Michael Gambon dans ce rôle. D'ailleurs, il le joue bien. Sauf que c'est pas crédible avec le Dumbledore tel qu'on le connaît. Non. C'est ça le truc, c'est que ça correspond pas. En fait, s'ils avaient fait ça genre ponctuellement, ça aurait été bien parce que ça aurait donné de la profondeur quoi à Dumbledore. On se serait dit ah ouais, là il sort de ses gonds alors que d'habitude il est calme. Là ça veut dire que vraiment il est paniqué et que Harry ne devrait pas être là quoi dans ses plans. Et là ça aurait été intéressant puisque du coup vraiment un Dumbledore énervé, un Dumbledore qui perd le contrôle. Enfin c'est vraiment ça n'annonce rien de bon quoi. Mais là vu que c'est constamment en fait comme ça, c'est vrai que c'est un peu dommage par rapport au livre. On a vraiment un Dumbledore très sage, un Dumbledore réfléchi et qui a toujours quand même des coups en avance. Voilà. J'ai l'impression, je me demande si le réalisateur il a pas surinterprété. Parce que je pense à la scène où, à la mort de Barty Croughton Senior, Harry se retrouve comme dans le livre, dans le bureau de Dumbledore. Ils partent et puis après ça, Dumbledore revient et Harry a plongé dans la piscine et on voit un Dumbledore différent, un peu qui s'assoit par terre et qui se dit ça va en devenir fou, j'ai plein de théories qui arrivent mais elles ont aucun sens les unes telles comme les autres et tout. Et c'est là où on se dit tiens, en fait, je pense qu'il a voulu montrer un Dumbledore hyper énergique, dans le contrôle de tout, et qui maîtrise tout, qui court partout. Sauf que, il y a un moment, on voit qu'il s'arrête, qu'il s'effondre, et en fait, il sait pas. Et je pense que c'était l'intention de McNewell en faisant de Dumbledore quelqu'un de plus énergique et colérique tout le temps. Mais la vérité, c'est que non, en fait, la vérité, c'est que dans le livre, il est calme, et surtout, d'un ton très calme. pour être ferme, il n'a pas besoin de hausser le ton. C'est ça qui est dommage, qui a été occulté par le personnage, par McNewell. C'est que Dumbledore fait partie de ces personnes qui n'ont pas besoin de s'énerver ou de hausser le ton pour se faire entendre, en fait. C'est vraiment dommage de ne pas avoir il a une autorité naturelle. intégré ça dans le personnage. Ouais, c'est ça. Il a une aura. Oui, c'est ça. Il a une aura de grand sorcier, de grand mage, que tout le monde écoute dès qu'il se met à parler. Et c'était occulté par McNewell et c'est dommage. C'est un peu comme Rogue dans sa salle de classe, en fait. Oui, c'est ça. Il a répété plusieurs fois que Rogue, il n'a pas besoin d'hausser la voix pour respecter. En fait, Dumbledore, c'est ça, mais partout, quoi, dans les livres, en tout cas. Moi, c'était ma prof de SVT au collège. Elle n'avait pas besoin de hausser le ton pour se faire entendre. Et en plus, en y pensant, elle était un peu physiquement Rogue féminin. Je sais pas si c'est une bonne chose. Hein. Je sais pas. À l'évidence, la célébrité ne fait pas tout. Ah non, mais elle était horrible. Là, j'ai plein de souvenirs qui remontent. Elle faisait une interrogation du cours précédent à chaque début du cours. Et elle prenait son stylo et elle le faisait passer sur la liste des noms, comme ça, plein de fois, et elle s'arrêtait au hasard sur un nom. Ça, c'est horrible. Et ce moment-là, justement, t'avais le bourdonnement dans les oreilles, quoi. C'était terrible. Ah ouais, on y revient. Ah ouais, c'était terrible. Si vous êtes prof, ne faites pas ça, s'il vous plaît, ça crée du stress pour rien. Même quand on sait le cours, ça nous crée du stress. Et je pense aussi, par exemple, pour revenir à Dumbledore, dans le 6, où Harry doit tout faire pour récupérer le souvenir de Slughorn. Et en fait, il se passe plein de trucs et finalement, il y consacre pas le temps qu'il faut. Et il déçoit Dumbledore dans l'un de leurs rendez-vous. Le Dumbledore de McNewell aurait engueulé Harry, sauf que dans le livre, en fait, il est juste déçu et il arrête de lui parler. En fait, il dit plus rien. Et c'est pire. Ouais, pour Harry, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Harry, il dit que il parle encore de sa vision un peu comme des rayons X-ray, des rayons X.
Et en fait, ouais, pour Harry, c'est encore pire, quoi. Il dit, il aurait préféré que Dumbledore s'énerve et casse tout, mais en fait, non, il reste calme et juste, il le juge, quoi. Et on connaît tous ça, enfin, un peu d'avoir perdu, quoi, l'estime de quelqu'un, d'avoir perdu la confiance de quelqu'un et juste qu'il dise rien, juste qu'il dit. C'est assez horrible. Bah voilà, si on veut voir Dumbledore s'énerver et tout casser, c'est dans la coupe de feu de McNouel que ça se passe. En tout cas, Harry lui répond que non, il n'a pas mis son nom dans la coupe de feu. Alors Dumbledore lui demande s'il a demandé à un élève plus âgé de mettre son nom. Et Harry répond à nouveau non. Mais Madame Maxime ne l'entend pas de cette oreille. Ce garçon ment forcément. Et Dumbledore a fait une erreur en traçant la ligne de délimitation d'âge. Alors là, c'est là que McGonagall, elle monte au créneau à la place de Dumbledore. Parce que lui, Dumbledore, il fait « Ouais, bah peut-être, je me suis trompé. » Mais McGonagall, contrairement à lui, qui reconnaît qu'il a pu faire une erreur, elle n'en croit rien. Et si Harry a dit qu'il ne l'a pas fait, elle le croit. Karkaroff, lui, fait appel aux deux juges. Croupton et pourquoi j'ai mis Verpet. Et après tout, cette situation ne peut être conforme au règlement. Et c'est Croupton qui répond. Les règles indiquent que les champions sont ceux dont les noms sortent de la coupe. Verpet confirme et indique que son collègue connaît très bien les règles. Karkaroff quitte son expression doucereuse et là, son vrai visage apparaît puisqu'une horrible expression apparaît sur celui-ci. Il faut que la coupe de feu soit remise en place et que 2 champions par école soient nommés. Mais Verpet lui indique que désormais la coupe est éteinte et qu'elle ne se rallumera pas avant le prochain tournoi. On peut s'arrêter vite fait sur la coupe. Vous le savez, ça me chiffonne cette histoire de coupe de feu. Je l'ai dit dans le chapitre précédent si vous l'avez écouté. Je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences autour de cette coupe de feu et de la manière dont elle fonctionne. Je vois pas réellement comment ce contrat magique fonctionne. Je vois pas du coup pourquoi Harry est réellement obligé de participer. Mais c'est surtout que là, en fait, on a par rapport à la question que Dumbledore a posée à Harry, on se rend compte qu'en fait, on peut déposer le nom de quelqu'un d'autre. Parce qu'il lui demande Oui, est-ce que tu as demandé à un autre élève plus âgé de le faire à ta place? Ouais. Et on se demande est-ce que ça marcherait en fait. A priori oui, parce que si Dumbledore le demande, c'est que c'est possible, mais d'un côté on nous dit waouh, artefact super magique, tu te rends compte, on peut rien faire. Là, elle va se réveiller que dans 1000 ans pour le prochain tournoi, c'est trop puissant comme truc, laisse tomber. Et en fait, t'apprends que il suffit juste, tu peux inscrire quelqu'un d'autre à ta place. Donc il y a un peu de poids de mesure ici. Non, et puis ce contrat magique, et si Harry ne participe pas, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe quoi? Il se passe quoi? En fait, tous ces trucs de contrat magique, de lien, du sang, quand Harry sauve la vie de Petit Gros, en fait, et que du coup, il a une dette magique envers lui. Tous ces trucs un peu de contrat, de dette magique, c'est un peu mystérieux, quoi. Et, c'est un peu un TGCM, ta gueule, c'est magique, quoi. C'est un peu ça. Ouais, est-ce que c'est pas aussi des superstitions sorcières, finalement? Aussi. Et je me demande aussi, parce que Madame Maxime et Karkaroff, ça leur tient tant à cœur de gagner cette édition du tournoi des 3 sorciers, ça leur apporte quoi de la renommée, mais pour leur école, parce que le gagnant gagne de l'argent, mais l'école, elle y gagne quoi? De la renommée? Tu vois bien quand même qu'ils sont là pour la gagne. Oui, c'est ça, mais pourquoi? Ça fait un peu comme les maisons à Poudlard, c'est-à-dire que l'idée, il y a un peu une idée de se rassembler, d'être patriote de sa maison, puis au final, on voit que dans les faits, c'est surtout, ça crée beaucoup de compétition entre les maisons. Là, c'est un peu pareil. L'idée, c'est d'échanger, échange culturel. Ça doit te parler, Clément. Échange culturel avec des écoles étrangères et tout, pour la fraternité de la communauté magique à travers les pays et tout. Et en fait, on se rend compte que oui, il y a de ça, mais que dans les faits, concrètement, ils sont là, ils viennent pour gagner. Et du coup, ils prennent ça comme de la tricherie de la part de Poudlard, de l'école haute, d'avoir 2 champions. Et surtout, là, ils disent bien que Karkaroff, il dit c'est comme ça, Durmstrang ne participera pas au prochain tournoi. Il dit aussi après toutes ces négociations pour en arriver là. Ouais, oui, parce qu'on sait que ça n'existe pas depuis des années, parce qu'il y a eu des morts et tout. Donc, où participer, qui participe. Moi, j'imagine bien une commission d'organisation du tournoi des 3 sorciers, un peu comme les JO. Ça serait intéressant d'avoir genre un tournoi des 3 sorciers, mais je sais pas, en Amérique, par exemple, avec Ilvermorny ou je me souviens plus de l'école brésilienne, mais un truc un peu comme ça, complètement
complètement exotique et avec des épreuves inédites et tout ça. Sur les On pourrait autres imaginer, continents, en qu'il y ait fait. des- Ouais, sur les autres. Ouais, et qu'en fait, ça soit comme un concours et l'école gagnante du tournoi des 3 sorciers, elle va affronter le tournoi des 3 sorciers d'Europe. Et... Ah ouais, du coup, un méga tournoi. Ouais. Ah oui. Je donne des idées à la Confédération Magique après. Hein. Ouais. Comme Miss France et Miss Univers à la fin. Ouais, voilà. Et Karkaroff, il est tellement en colère qu'il se demande s'il ne doit même pas partir tout de suite. C'est alors qu'une voix grogne près de la porte. C'est Maugret. Tout ça, ce sont des menaces en l'air, selon lui. Tous les champions doivent concourir puisqu'ils sont liés à un contrat magique. Maugret insigne que c'est bien pratique. Mais Karkaroff ne comprend pas l'allusion. Selon Maugret, quelqu'un a mis le nom d'Harry tout en sachant qu'il serait obligé de concourir. Il est bien au courant, lui. Mais Madame Maxime pense surtout que c'est quelqu'un qui veut doubler les chances de Poudlard. Karkaroff rajoute même qu'il va porter plainte auprès du ministère de la Magie et de la Confédération internationale des mages et sorciers. Mais selon Maugret, si quelqu'un doit se plaindre ici, c'est bien Harry Potter. Et malgré ça, c'est le seul que l'on n'entend pas. Là, je trouve on fait souvent l'éloge de Maugret Folloy, c'est-à-dire de Barty Junior en tant que mange-mort. Là, on a encore un master plan de Barty Junior. C'est vraiment incroyable. Hein. Parce que je trouve ça trop malin de sa part de dire attendez. La personne qui a mis le nom de Harry dans la coupe, c'est parce que il savait très bien qu'il serait obligé de concourir. Et en fait, le fait que ça soit lui qui le dise, jamais de la vie, t'as des doutes sur lui. Bah oui. Parce qu'il est en train d'exploser le plan. Et ça, c'est un truc de génie, en fait. De génie du mal. C'est-à-dire que si c'est toi qui expliques comment c'est possible, jamais on va te soupçonner. C'est un truc classique des romans policiers. Puis pour moi, ça a marché. Hein. Bah oui. Bon, j'étais jeune quand j'ai lu ça, mais ça a marché totalement. Hein. Quand j'ai vu que Maugret n'était pas Maugret, j'étais là, oh my God. En fait, en plus, là, c'est celui qu'on préfère limite dans le chapitre, puisqu'il dit bah écoutez un peu Harry, quoi, le pauvre il se prend tout sur la tête et tout. Oui. Alors que c'est du sacré culot, quoi, alors que c'est de sa faute. Et du coup, ouais, on se dit bah ouais, Maugret il a raison, quoi. Et en fait, Barty, mais en sachant qu'en plus derrière, Barty est quand même fou, hein. Il a été sous le sortilège de l'Imperium beaucoup. On se demande mais comment il peut être assez lucide pour mettre un tel plan sur place et comment, il est tellement crédible, quoi. Et il y a des talents d'acteur, mais incroyables. Ah ouais, c'est l'Oscar de l'année 1994-95, hein. Barty Junior, hein. Incroyable. Et donc cette fois, c'est Fleur qui s'insurge. Mais ils se plaignent de quoi, en fait? C'est une chance d'être choisis. Eux se sont préparés pendant des semaines pour être l'honneur de leur école et peut-être gagner les 1000 galions. Et il y en a qui sont même prêts à mourir pour ça. En effet, quelqu'un espère peut-être que Potter va en mourir, dit Maugret. C'est un peu bête cette réflexion quand même. Genre vraiment, est-ce que aujourd'hui, à l'époque de l'histoire, il y en a qui sont prêts à mourir? Moi, je suis pas sûr qu'il y ait que ni Cédric, ni Fleur, ni Krum soient prêts à mourir pour le tournoi des 3 sorciers. Je pense que quoi. Fleur, elle est un peu trop passionnée par le tournoi des 3 sorciers. Puis se préparer pendant des semaines, ça veut dire qu'ils ont eu des entraînements sportifs. Ouais, je pense. Hein. Ouais. Est-ce que entre cette remarque de Fleur et la remarque de Madame Maxime qui dit non, je pense que c'est pour donner plus de chance à Poudlard et tout, on n'a pas une image des Français très fut-fut, quoi. Oui. Bah après, elle a défend ses intérêts, quoi. Et du coup, on le voit que il y a quand même des gros intérêts de gagne, en fait. C'est-à-dire qu'il faut apparemment, il faut gagner ce tournoi. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Mais vous pensez que la Coupe de Feu, sur quelles caractéristiques se base la Coupe de Feu pour sélectionner les candidats? Est-ce qu'elle jauge leur physique, leur entraînement physique, leur intellect? Est-ce que c'est du hasard ou finalement, est-ce qu'elle peut juger les candidats, le profil des candidats? Est-ce qu'elle est magique à ce point? Ou c'est juste une coupe super cool, mais finalement, c'est qu'un bingo, elle tire au hasard les noms. C'est juste un bingo hyper sûr. C'est pas mal de la mentalité, quoi. Ça voit s'ils seront capables d'affronter les épreuves, quoi, s'ils ont la mentalité pour, et ensuite si le physique il suit. Mais après c'est un peu bizarre comment une coupe elle pourrait voir ça juste à partir d'un nom sur un papier. C'est magique, quoi. Mais c'est ça. TGCM. TGCM. Moi j'ai une autre théorie. Peut-être que la coupe, elle a un pouvoir effectivement assez puissant. C'est celui-là de. En fait, elle peut lire. Elle a pu lire comme nous l'histoire qui s'est passée avant.
Et elle a suivi la Coupe du Monde de Quidditch. Elle a vu qu'on insistait beaucoup sur Victor Krum. Elle fait ouais, Victor Krum, ouais, ok, il a l'air intéressant. Je pense qu'on va peut-être aller dans cette direction. Pareil pour Fleur. Je pense qu'elle a vu le film. Elle a vu le film. Elle a dans vu le le film. C'est juste avant. Il y a des gros plans sur les 3 champions. Oui. Je pense qu'elle a vu le film et elle s'est dit, oh bah, allez, go. En fait, c'est le seul grand pouvoir de la Coupe de Feu, c'est qu'elle a un pouvoir de méta comme ça. Non, mais c'est une bonne question que tu poses. Ouais, c'est une bonne question. Moi, ce que la réflexion de Fleur, elle me fait penser, elle dit on va gagner 1000 galions. Et en fait, je me demandais, est-ce que la monnaie, est-ce qu'il y a des galions aussi en France, en Bulgarie, dans les pays de l'Est pour Durmstrang? Est-ce que c'est la même monnaie partout pour les sorciers? Parce que c'est jamais trop évoqué, je pense. Et donc, est-ce qu'on paye en galions en France? Parce que du coup, c'est assez intéressant. Bah, je dirais, au vu du calcul métrique de la monnaie, ça a l'air d'être quand même quelque chose de très british. Les noises, les mornies, les galions. Donc j'imagine quand même que, par exemple, en France, doit y avoir une autre monnaie quand même. Après, il doit y avoir un taux de conversion à la banque Gringotts, un truc comme ça. Entre les gobelins français et les gobelins britanniques, ils s'arrangent, quoi. Et là, ils sont en train de discuter d'un projet dans les écoles européennes avec l'euro. Ça met le bordel partout. Ouais. Entre Madame Maxime et les écoles espagnoles. Alors Ludo Verpé est un peu choqué de ce qu'avance Maugret. Karkaroff, lui, n'y va pas de main morte en l'accusant d'être complètement parano, comme tout le monde le sait. Par exemple, en faisant croire à ses élèves qu'il risque d'être attaqué au moindre moment dans ses cours de défense contre les forces du mal. Madame Maxime, elle s'interroge parce qu'il n'y a aucune preuve de ce que Folleuil avance, que potentiellement quelqu'un l'a inscrit pour qu'il meure. Maugret insiste en disant que la personne qui a fait ça a réussi à tromper la coupe, qui est un artefact magique très puissant. Bon, ouais, on va peut-être pas s'attarder trop, mais moi j'ai des doutes là-dessus parce que surtout qu'apparemment il suffit quand même d'inscrire quelqu'un sous une fausse école et ça passe. Donc en fait je sais pas si vraiment Barty Junior il a fait un sort hyper complexe pour faire passer Harry comme le 4e champion d'une 4e école. Je pense que Voldemort l'a aidé. Je pense que Voldemort lui a donné des instructions ou quoi, mais je pense que parce que Barty Croupion est un très bon sorcier, mais à mon avis la coupe de feu quoi quand même c'est évoqué comme si le tournoi des 3 sorciers c'était millénaire, ça faisait des centaines d'années, même si maintenant du coup ça s'était arrêté, mais ça faisait des centaines d'années que c'était utilisé. À mon avis il a fallu un bon sortilège et des bonnes compétences pour le modifier quoi. Ok, ouais, parce qu'en fait, l'explication de base, elle paraît tellement bête. Il a juste inscrit Harry dans une 4e école, mais est-ce que il a fallu utiliser un sortilège de confusion puissant pour faire croire à la coupe qu'il y a une 4e école? C'est possible aussi. Karkaroff rétorque qu'il a l'air d'avoir bien réfléchi à la chose, ce Maugret Folleuil. Puis en même temps, c'est compliqué de le prendre au sérieux, sachant par exemple qu'il a récemment détruit un cadeau qu'on lui a offert, pensant que c'était un œuf de basilic, alors que en fait c'était un simple réveil de voyage. Je me demande comment Karkaroff il sait ça, si l'anecdote est vraie. Parce que c'est quand même très précis. Ça fait le tour dans toute l'Europe, quoi. Ouais. Dans toute l'Europe, ils savent que Maugret il est fou, quoi. Ouais. Et puis c'est marrant, c'est un peu l'humour à la J.K. Rowling de se moquer un peu de Maugret, voilà, qui est très puissant et très très intelligent et très fort, mais qui va aller se méfier de tout et n'importe quoi. Et du coup là, c'est un peu drôle. Mais on disait aussi que Maugret Folleuil, il est malin parce que à ce moment-là, quand Karkaroff il dit « Ah, c'est bizarre, vous avez l'air d'avoir bien réfléchi à la question. » Jamais de la vie, on donne du crédit à ce qu'il dit Karkaroff. Alors que pourtant, il a raison. Il a raison. Il a raison de soupçonner Maugret Folleuil. Ouais, mais à ce moment-là, Maugret Folleuil, c'est juste un aurore fou qui est devenu fou par son ancien métier. Mais Karkaroff, on sait qu'il a un truc... je crois pas qu'on sache à ce moment-là que c'est un ancien mange-mort, je sais plus. Non, pas encore. On ne sait pas, mais en tout cas, on sait que... Qui va le dire, ouais. On sait que l'homme n'est pas très attachant. Il passe pour un gros russe. Oui, c'est ça. Il est pas attachant du tout. Ouais. Et le fait que Maugret le soupçonne, nous, en tant que lecteurs, on est avec Maugret. Et on sait, voilà. Ouais, on sait qu'il y a un truc qui... Je crois qu'on... Enfin, j'ai plus trop de souvenirs de ma première lecture, mais je pense qu'à ce moment-là, on le soupçonne d'être un mange-mort, ou en tout cas d'être pas du bon côté, puisque Sirius va le confirmer. Voilà, par le comportement de Maugret. Ouais, tout à fait. Mais c'est encore une fois, c'est
c'est très bien ficelé comme récit, hein, comme J.K. Rowling sait les faire. C'est-à-dire qu'en fait, on passe à côté de l'évidence. Et c'est ça tout l'enjeu d'un bon roman policier ou d'une intrigue à mystère, c'est qu'il faut que le lecteur ou le spectateur passe à côté de ce qui est évident. Enfin, oui, pour le coup, c'est pas évident. et voilà. Donc, mais ça serait intéressant. Je lance une idée comme ça de nouveaux podcasts français, de gens qui n'ont pas encore lu les livres Harry Potter, même vu les films, et qui se lancent dans le podcast, parce que je sais que ça existe aux États-Unis. Il y a Potterless qui est connu là-dessus. C'est de lire en même temps que les auditeurs et les auditrices pour la première fois Harry Potter, de découvrir l'histoire de la saga et de réagir en temps réel avec le podcast. Ça doit être super cool comme expérience. Le 4e, c'est le dernier livre où il y a vraiment cet enjeu d'enquête un peu. Dans le 5, on va un peu perdre ça. Il y aura toute cette histoire de l'arme avec la prophétie, tout ça. Mais c'est pas vraiment le sujet principal, c'est plus la possession d'Harry, quoi. Il y a le prince de sang mêlé aussi, où on peut se demander avec qui Drago, est ce avec prince. Drago, on la retrouve un peu. Ah oui, il y a le prince, ouais. C'est vrai qu'on le retrouve un peu dans le 6, du coup. En fait, il y a toujours quand même un mystère à résoudre. Le 6, c'est qui est le prince de sang mêlé, concrètement. Mais et qu'est-ce qu'est en train de faire Drago Malfoy? Clairement, Harry, Ron et Hermione sont des enquêteurs. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à... Nancy Drew. C'est des enquêteurs déjà. C'est pour ça que je le mentionne assez souvent, mais je vous invite à lire les romans de Cormoran Strike de J.K. Rowling, qui là, pour le coup, c'est vraiment, elle investit le genre du roman policier. C'est des romans policiers. Mais en fait, tout est déjà là dans Harry Potter. La Coupe de Feu, c'est un roman policier. Et très bien ficelé, je trouve. C'est bien Harry Potter, non? Je lance une bouteille à la mer, mais s'il y a des gens qui travaillent dans l'édition qui nous écoutent, pourquoi les 2 derniers Cormoran Strike n'ont pas été édités en français? Ouais, ça commence à faire... Ouais. On se demande ce qui se passe. Maugret précise que c'est justement son travail de penser comme les sorciers qui pratiquent la magie noire. Encore une fois, Barty Junior incroyable dans sa répartie, hein. Et que lui, Karkaroff, il devrait pourtant bien s'en souvenir. Donc on sait pas que Karkaroff était un mange-mort, mais là on a un petit indice, on a un petit truc là, on se dit tiens, il y a une histoire, il y a un passif. Et d'ailleurs Dumbledore donne l'ordre à Maugret d'arrêter ce qu'il est en train de faire, d'arrêter de parler, quoi. Et il appelle d'ailleurs Maugret par son prénom qu'on entend pour la première fois. Il s'appelle Alastor. Donc même Alastor le castor, pardon. C'est quoi ça? C'est dans ma tête. Je sais pas. Désolée. Alors même si on sait pas que Karkaroff c'est un ex-mangement encore, on va le savoir un peu plus tard. On peut se dire quand même que c'est chaud de mettre ensemble Maugret Folleuil, qui est fraîchement embauché comme prof à Poudlard, donc un ex-horreur assez hardcore, peut-être le plus hardcore qui ait existé, et Karkaroff qui lui est un ex-mange-mort, qui est sorti de prison pour avoir balancé les autres. Je veux dire, c'est un cocktail explosif quand même, ces deux-là. De la part de Dumbledore, Mais ce qui est assez fou, c'est quand même qu'on embauche un ex-mange-mort. On sait qu'il a vraiment été mange-mort, il n'a pas été condamné par erreur. Non, je veux dire, on sait vraiment que c'est un mange-mort, il a fait des choses horribles. Et en fait, il est juste sorti de prison parce qu'il a été une Pookie, concrètement. Et quand même, qu'on le mette à la tête d'une maison, d'une école, quand même. C'est le responsable de l'éducation de plein de jeunes. Enfin, c'est quand même assez choquant, non? Après, on sait qu'à Durmstrang, ils enseignent pas les trucs les plus clairs, quoi. Hein. Il y a un peu de la magie noire. Même Malfoy, il dit qu'il aurait bien aimé aller là-bas dans le 6. Parce que là-bas, ils enseignent des trucs vraiment intéressants, quoi. Et c'est pas Dumbledore, l'amoureux des Moldus, le directeur, quoi. Je sais pas si c'est vraiment Malfoy qui enjolive un peu ce qui se passe à Durmstrang, parce qu'on sait que Krum, il est vraiment anti magie noire, donc il serait vraiment à Durmstrang si c'était voué à la magie noire. Peut-être que Drago exagère. Je pense qu'il y a beaucoup d'exagérations. Elle est pas comme Poudlard, mais je pense qu'il y a beaucoup d'exagérations et de fantasmes autour de cette maison. Oui. En fait, je pense pas que de cette école, pardon. Je pense pas que vraiment on apprend la magie noire aux élèves et tout, comme a l'air de le suggérer Drago. Par contre, effectivement, ça m'étonne pas trop pour le coup que Karkaroff ait été nommé directeur. À la limite, c'est un peu flou, quoi. Alors qu'à Poudlard, en temps de paix, ça serait impossible, je pense. Je pense quand même qu'ils enseignent des trucs un peu plus profonds que Poudlard, quoi. Et Krum, il est complètement anti-Grindelwald, donc j'imagine c'est pas un adepte de la magie noire, quoi, du tout. Mais à mon avis, ils vont quand même plus loin dans la magie qu'à Poudlard.
Et par exemple, des livres qui seraient dans la réserve de la bibliothèque à Poudlard, je pense qu'ils seraient peut-être accessibles à Durmstrang, par exemple, plus facilement, quoi. Bien vu. Ou par exemple, la défense contre les forces du mal. Ça se trouve, il y a une petite subtilité, ça s'appelle pas la défense contre les forces du mal, mais un cours sur les forces du mal. Donc en fait, voilà, des petits trucs subtils comme ça qui fait que l'approche est différente et il y a un peu plus peut-être de complaisance aussi envers la magie noire sans pour autant frontalement l'étudier pour la pratiquer. Voilà, c'est en fait tout est une question d'approche et quasiment de philosophie. En fait, la philosophie de Durmstrang est différente, je pense, que de celle de Poudlard. Je propose un petit point étymologie. Vous savez que j'aime bien ça. Parce que c'est la première fois qu'on entend parler du prénom de Maugrey. Parce que Maugrey, c'est son nom de famille, mais son prénom, c'est Alastor. Ça vous dit quelque chose, Alastor? C'est un peu pointu quand même pour l'avoir, mais... Ça me fait penser à Castor, mais c'est une pensée totalement con que j'ai dans la tête. Non, alors j'ai été un petit peu regardé. C'est la forme galloise ancienne de Alexandre, en fait, Alastor. Ça vient du grec Alexène et Andros. Et ça signifierait, je mets un peu un conditionnel parce que je suis pas sûr à 100% de mes sources, mais ça signifierait en grec protégé et homme viril. Et pour le coup, ça correspond pas mal à Maugrey, voilà. Mais quand même, à vérifier ce que je dis, mais voilà. En fait, on se demande, est-ce que J.K. Rowling a pensé jusque-là? Puisque, mais limite, tous les prénoms dans Harry Potter, en fait, ont des significations cachées. Et enfin, c'est assez fou de se dire qu'elle a réfléchi jusqu'à là, quoi, jusqu'au grec ancien et tout, même des constellations pour Sirius et tout ça. Du coup, c'est assez impressionnant. Bah ça va même plus loin parce que là, à l'heure où on enregistre, je crois que l'after show va être sorti. Mais notre dernier after show qu'on a enregistré, c'est sur la symbolique religieuse dans Harry Potter. Il y en a énormément et on a vraiment survolé tout le symbolisme religieux dans Harry Potter. Et c'est quand même assez dingue de penser qu'elle a même réfléchi, parce qu'elle est catholique, hein, je crois qu'on en a parlé. Non, elle a une branche spécifique. Enfin bref, elle est pratiquante. Et de penser qu'elle a fait tellement de références à la Bible dans Harry Potter, c'est encore une nouvelle lecture. Il y a la lecture arthurienne, il y a la lecture religieuse. C'est quand même assez fou de penser qu'elle ait pensé à tant de niveaux dans Harry Potter. Quoi qu'on en pense de J.K. Rowling, c'est quand même une autrice assez douée. Elle trouve l'originalité de son histoire et de son univers en croisant plein de sources différentes, plein de références. Et ce mélange de références fait qu'elle trouve son propre style, en fait. Et concernant la mythologie et l'étymologie, elle s'amuse de ça, en fait. Et par exemple, là, il y a énormément de personnages qui ont déjà leur trait de caractère ou leur destinée même dans leur prénom. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec un déterminisme fou parce qu'en fait, ils s'appellent, je sais pas, genre on a déjà donné l'exemple de Rémus Lupin où clairement son nom hurle loup-garou alors qu'il est né avec. Donc elle s'amuse avec ça. Et je pense que Maugrey, avec ce prénom Alastor, n'y échappe pas. D'ailleurs, pour rester sur la mythologie et l'étymologie autour d'Alastor, je ne savais pas, mais Alastor, j'ai appris un mot, c'est l'épiclèse. Ça veut dire que c'est un mot ou une allocution qui est située avant le nom du dieu grec Zeus. Donc en gros, Zeus pouvait être appelé le Alastor Zeus. Voilà. Et voilà. Je vous apprends un truc. En mode protégé, homme viril, voilà, Zeus vient rajouter un peu une couche. Donc voilà, ça c'est pour la mythologie. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est la traduction. Parce que j'aime bien ça aussi. Je trouve que Jean-François Ménard, il a fait un beau travail ici aussi. Parce que Maugrey, c'est moody en anglais. Moody, ça veut dire être de mauvaise humeur, être lunatique, voilà, être mal luné, quoi. Moody. Et il l'a traduit par Maugrey. Vous voyez d'où ça vient en français? Il n'y a pas un mot français, Maugrey. Enfin, ça fait penser à un mot où t'es un peu grognon. Non, c'est pas ça. J'arrive pas à avoir le mot en tête, mais non, il n'y a pas ça. Si, il y a... Ah, j'arrive pas à avoir le mot. Ah, ça m'énerve, j'ai sur le bout de la langue. Calme-toi. Ah, ça m'énerve. Tu l'as. C'est bien. Maugrey. Ah oui, ok. C'est un verbe, ça veut dire manifester sa mauvaise humeur. Bravo. Ah. C'est moins connu que moody, parce que moody, c'est quand même connu en anglais. Maugrey, et c'est ça, c'est là où c'est très fort, parce que
on se dit pas, tiens, on se dirait même que c'est la version originale du mot parce qu'il est malin, il l'écrit Grey à la fin, donc en fait, c'est écrit comme un prénom anglais. Et non, c'est bien une traduction qui fait allusion au mot français Maugré. Et puis pour revenir sur le Zeus, la première apparition de Maugré dans le film, c'est avec cette nuit avec des éclairs et où il pleut beaucoup. Ouah, c'est pas faux, ouais. Ah oui. Les éclairs, Zeus, et en plus il arrive dans la grande salle et en fait il va jeter un sort pour arrêter un peu les éclairs, pour arrêter un peu... peut-être qu'ils auraient pensé jusque-là, qui sait. Bah franchement, s'ils l'ont pas pensé, c'est une coïncidence qui est assez heureuse pour le coup. Parce qu'effectivement, Alastor, c'était l'Épiclèse, en gros, un nom qui était donné à Zeus. Ah ouais, bien joué, bien vu. Intéressant. Je l'ai revu en fait, genre il y a 3 jours le film. Donc... ouais, c'est vrai, non, mais c'est bien. Ouais, non, mais ouais, carrément, ça fait trop penser à Zeus à ce moment-là. Ouais. Dumbledore coupe court le débat entre les différents directeurs, directrices de maison et tout. Et il résume en disant qu'ils ne savent pas pourquoi c'est arrivé, pourquoi Harry est le 4e champion, mais qu'ils n'ont d'autre choix que d'accepter Harry. Tout le monde a l'air furieux, sauf Ludo Verpé, qui, comme à son habitude, est joyeux et tout excité. Dernier point, étymologie non, pas étymologie, plutôt traduction sur Ludo Verpé. Je sais pas si on en a fait... je crois qu'on l'a évoqué déjà, mais celui-là, je le trouve trop bien. Vous savez d'où ça vient, Ludo Verpé ? Si, on en avait déjà parlé. Verpé, c'est VRP. Oui. En gros, les VRP, c'est ceux qui sont sur la route, qui vendent des trucs et tout. Et ils ont pas forcément, parfois dans la littérature, un comportement très... J'arrive pas à t'aider parce que je sais pas. J'allais dire qu'ils sont pas très bien vus. Ils sont un peu vendeurs, commerciaux, qui te vendraient un peu tout, qui vendraient leur mère pour... Prospecteur, quoi. Prospecteur, quoi. Et c'est par rapport à ça, non ? Oui, tout à fait. Mais c'est encore utilisé aujourd'hui, VRP ou... Ouais, mais de moins en moins, j'ai l'impression. Ouais. Mais effectivement, c'est des commerciaux, des prospecteurs. Ça veut dire voyageurs représentants placiers. Exactement, VRP. Et en fait, Jean-François Ménard a utilisé ça parce que, naturellement, il s'appelle pas comme ça en anglais. En anglais, il s'appelle Ludo Bagman. Et Bagman, en anglais, c'est un collecteur de fonds, un coursier. Et encore une fois, je trouve cette traduction... Bagman comme bag. Bag, oui, mais tout attaché, Bagman. Et je crois même qu'en anglais américain, je crois que ça a une connotation encore plus négative. Je me demande même si ça veut pas dire racketteur en anglais américain. Et néanmoins, je trouve la traduction absolument géniale. De Ludo VRP, VRP. Et encore une fois, comme Maugré, il l'écrit EY pour qu'on ait l'impression que c'est un mot anglais, que c'est un prénom anglais. Mais comme Poudlard, en fait. Poudlard. Ouais, d'ailleurs, dans ta partie, Marina, dans la première partie du chapitre, il y avait un truc que j'avais noté. Encore un génie de Jean-François Ménard. C'est qu'il y a Madame Maxime qui prononce Poudlard Podelard. Et ça, c'est du génie aussi parce que c'est un prénom c'est un nom francisé en fait. Et du coup, c'est comme si c'était un nom anglais que Madame Maxime, en tant que française, a du mal à dire. C'est du génie de la part de Jean-François Ménard. C'est assez intéressant en fait comment il intègre le français dans un livre traduit en français en fait, puisque du coup dans le livre anglais c'est écrit vraiment avec l'accent français quoi. Donc on voit qu'il y a la patte française, et pour Karkaroff aussi je pense qu'il y a un peu l'accent russe et du coup en français il est obligé d'accentuer ça encore plus en faisant des Dumbledore et tout ça en fait, en mettant un peu des EU partout, et c'est assez marrant. Et même dans le film aussi, on entend l'accent, ils ont bien fait ça. Et il parle français parfois avec Fleur et sa petite sœur. Et du coup, ça, c'est assez marrant comment ils ont intégré ça dans le livre en fait qui a été traduit en français. Du coup, je pense qu'il a bien fait ça aussi, Jean-François Ménard. On est beaucoup moqué dans la version anglaise sur l'absence des H. C'est-à-dire que Fleur appelle Harry Harry. Ouais, mais en même temps, c'est vécu. Justement, une anecdote que l'on a vécue à Londres, c'est parce que sur le site Marks & Spencer, Instagram me montrait à chaque fois des goodies Harry Potter à Marks & Spencer. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? On va à Londres et je vais chez Marks & Spencer pour chercher ces fameux goodies Harry Potter. Et je ne les trouve pas. Et donc, du coup, je demande à la vendeuse, je cherche ces objets Harry Potter. Et donc, je parle en anglais, évidemment, mais je prononce Harry Potter.
Et là, elle me dit, mais quoi, je comprends pas ce que vous voulez et tout. Je fais Harry Potter. Et là, Jérém vient à ma rescousse et fait Harry Potter. Et là, la vendeuse, elle fait ah, Harry Potter. Non mais, excusez-moi, mais elle a un peu abusé parce que Harry Potter, c'est quand même compréhensible. Mais tu sais que c'est un vrai bail quand même pour les anglophones. Quand il n'y a pas le H, c'est comme une consonne qu'on enlève d'un mot. Hein. Elle m'a repris genre Harry Potter. Non mais franchement, je trouvais que c'était quand même vachement ressemblant par rapport à ce que je me demandais. Mais surtout, est-ce que tu racontes ce qui s'est passé ensuite? Ah, tu veux vraiment que je te raconte? Ouais, c'est con, mais c'est pendant le séjour, j'ai quand même pas mal parlé anglais. Mais tu parles très bien anglais. Ça va. Et je sais pas pourquoi, là, je demande un autre truc à une vendeuse, toujours chez Marks Spencer, et à la fin, je sais plus pourquoi, donc je fais ma phrase en anglais, je sais plus ce que je dis, et à la fin, je dis au revoir. Je sais pas pourquoi. De moi est sorti un au revoir. Pas au revoir, non. Au revoir. Et là, Jérémy a assisté à ça et ça a refait sa journée. C'était tellement c'est marrant. Non, mais même moi, à ce moment-là, j'ai dit pourquoi? Thank you, au revoir. Oui, mais parfois le mélange des langues, ça te retourne le cerveau. C'est ça, moi, mais des fois, je parle en français par message à quelqu'un, mais vu que je reçois une notification en anglais, et vu que mon cerveau ici est un peu en anglais-français, quoi, je continue mon message en anglais et je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi. Ouais, c'est très dur. Du coup, c'est très dur. C'est assez Parce marrant. qu'en fait, il faut préciser que tu es en échange au Canada. En échange culturel au Canada. Dans la partie anglophone. Dans la partie anglophone. Ouais. Alors Verpet réveille Croupton, toujours là mais absent, pour qu'il donne les règles de la première tâche. Harry trouve que Croupton a l'air plus fatigué et malade par rapport à la dernière fois qu'il l'a vu à la Coupe du Monde de Quidditch. Je m'en souvenais pas qu'il y avait autant d'indices sur le fait que Croupton est victime de l'Imperium et que ça arrive aussitôt. Ça, et d'ailleurs dans le film ça se voit pas du tout en vrai. Enfin, il a l'air un peu ahuri, mais j'ai l'impression que c'est un peu la direction d'acteur qui fait ça. Mais là, en fait, dans le livre, c'est vraiment Harry, il se dit waouh, il a des énormes cernes, il a l'air absent. Parce qu'au dernier chapitre, je me souviens qu'il y a ce détail de il a l'air de s'ennuyer. Et en fait, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est parce qu'il est déjà sous Imperium et qu'il est là sans être là, en fait. Voilà. J'avais un peu oublié que ça arrivait aussitôt. Ça leur sert à quoi de le mettre sous l'Imperium aussitôt? C'est pour oublier qu'il a perdu son fils et que son fils s'est échappé? Ouais, c'est ça. Bah ouais, parce que du coup... C'est pour cacher... Bah ouais, c'est ça. Parce que dans ce cas-là, techniquement, un sortilège d'oubliette aurait pu faire l'affaire aussi. Oublier qu'il a un fils, quoi. Ouais, mais les autres peuvent s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai. Bah après, il le cachait déjà pas mal, son fils. Ouais. Mais... Après, bon, c'est des mange-morts aussi, il se pose pas trop de questions. Après, ça aurait pu passer parce que de plus souvenir qu'il avait eu un fils, les gens peuvent se dire il l'a totalement banni de sa mémoire parce qu'il lui fait honte. Ou alors de lui faire recroire que son fils était à Azkaban, puisqu'il est censé être à Azkaban et d'être mort. Il pourrait juste croire... Après, on sait pas trop non plus quelles sont les conséquences d'une modification de mémoire. On sait par exemple que Hermione, elle y va franco avec ses parents en s'effaçant elle-même de la mémoire de ses parents. Ouais. Ils partent en Australie et tout, mais est-ce qu'ils sont sains d'esprit? Néanmoins, je sais pas, ça se trouve, il y a un peu un effet Imperium quand même, en mode tu sais plus trop où t'es. On a l'exemple de Monsieur Robert. On a l'exemple de Monsieur Robert au camping. Il s'est pris genre des centaines d'oubliettes en fait en 3 jours, quoi. Et à la fin, il est défoncé, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, ça a des conséquences. C'est ça. Et puis il y a c'est vrai qu'il y a une subtilité entre l'oubliette et la modification de mémoire. Parce que par exemple, dans le film, Hermione, elle lance un Obliviate à ses parents. Et en fait, dans le livre, elle explique que c'est pas un sortilège d'oubliette. Elle explique qu'elle a modifié la mémoire de ses parents. Parce que le truc, c'est que avec le sortilège d'oubliette, on a l'impression, ça donne l'impression qu'il y a un effet de non-retour. Par exemple, quand Gilderoy Lockhart, il se prend son propre oubliette dans la gueule, et il est voué à rester à Sainte-Mangouste toute sa vie, quoi. Et puis ceux qui l'a maltraité avec le sortilège d'oubliette, probablement qu'ils retrouveront jamais la mémoire. Alors que Hermione, c'est un sortilège qu'elle peut annuler, en fait. À la fin de la bataille de Poudlard, à la fin du tome 7, il y a l'épilogue et tout, mais vous m'avez compris. Et en fait, c'est juste qu'elle fait un sortilège qui annule le fait qu'elle s'est cancel dans la mémoire de ses parents.
Là, ils auraient pu le faire. En fait, ils auraient pu faire ce qu'Hermione a fait avec ses parents, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Croupton explique aux 4 champions que le déroulé de la première tâche reste un mystère, car un bon champion doit savoir se préparer à l'inconnu. La tâche aura lieu le 24 novembre devant l'école tout entière, et ils auront simplement droit à leur baguette magique. Enfin, les champions sont dispensés d'examens pour qu'ils puissent se concentrer sur le tournoi. Bon, j'ai envie de dire que Harry et les examens, c'est pas trop sa priorité. Généralement, il est plus occupé à sauver le monde à chaque fois, mais passons. De sauver sa vie, surtout. Sauver sa vie aussi. Ouais. Après que Croupton ait terminé, Dumbledore lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir passer la nuit à Poudlard parce qu'il n'a pas l'air au top de sa forme. Mais ce dernier répond qu'il doit retourner au ministère parce que c'est très chargé là-bas en ce moment, même si le jeune Wistili fait son maximum pour l'aider. Alors là-dessus, on peut pas mettre le truc du Wistili sur le coup de l'Imperium parce qu'il le faisait déjà à la Coupe du Monde de Quidditch. Hein, vraiment. En tout cas, lui... C'est assez excellent cette blague. Ouais. De Percy qui se fait pas respecter du tout. Hein. Et qui est là, bon bah d'accord quoi. Percy c'est pas du genre qui va dire bah monsieur non mon nom c'est Weasley quoi, il va juste dire oui je m'appelle Weasley. Oui il acquiesce, ouais, il dit rien. Ouais. Et puis après c'est Fred et George qui lui en mettent plein la figure. En tout cas lui Verpé reste à Poudlard pour un dernier verre car tout se passe ici maintenant et c'est beaucoup mieux à Poudlard qu'au ministère. Car j'aime bien l'enthousiasme de Ludo Verpé. Karkaroff et Madame Maxime déclinent sèchement l'offre aussi, et ils partent chacun avec leurs champions respectifs. Puis Dumbledore invite Harry et Cédric à rejoindre leur salle commune, car, je cite, « Ça serait dommage de priver leurs camarades d'une si belle occasion de faire le plus de désordre et de bruit possible. » Il n'est pas naïf le Dumby quand même, il sait comment ça se passe dans les salles communes et le bordel et tout, quoi. Pas naïf. Alors que tous deux traversent la grande salle désormais vide, Cédric fait la discussion et il a l'air content d'être à nouveau en compétition contre Harry, en référence au Quidditch l'année précédente. Et maintenant qu'ils sont plus que tous les deux, il lui demande comment il a fait pour mettre son nom dans la coupe. Cédric, il est un peu en mode, c'est bon, arrête tes mythos, t'as mytho aux adultes, maintenant dis-moi, t'as fait comment? Mais Harry répond qu'il a dit la vérité et qu'il n'a pas mis son nom dans la coupe de feu. Donc c'est le début d'un long moment où Harry va répéter qu'il n'a pas mis son nom. Mais quand Cédric s'éloigne pour rejoindre la salle commune des Poufsouffles, Harry est sûr qu'il ne le croit pas. En chemin vers sa salle commune à lui, Harry espère que d'autres que Ron et Hermione vont le croire en tout cas, parce que bah oui, s'il s'est imaginé parfois être champion, c'était que des rêveries, mais il faudrait vraiment être idiot pour essayer de le faire en vrai. Par contre là, c'est Harry qui est naïf parce que il prend pour acquis que Ron et Hermione vont le croire, alors qu'on va voir que par rapport à Ron, il se trompe. Il y a un côté anti-héros, je trouve aussi, Harry, à ce moment-là, parce que c'est là, encore une fois, qu'on voit à quel point il subit, en fait, sa popularité. Il a jamais cherché à être célèbre, il cherche jamais à se faire passer pour un héros, c'est quelque chose qui date de quand il était bébé. Et pour le coup, même si c'est vrai, dans un délire un peu d'adolescent, de se dire si j'étais champion, peut-être que Cho me regarderait avec des grands yeux comme ça, machin. Ça, comment dire ? Ça reste un fantasme. Ça reste un fantasme et il a le recul nécessaire pour se dire ok, mais en fait, c'est nul, en fait, ça servira à rien que je me porte candidat, je suis trop jeune et puis je vois pas l'intérêt. Et c'est ça qui est intéressant parce que il est quand même le héros, mais c'est le héros anti-héros, quoi. Et puis, comme t'as dit, je pense vraiment qu'il veut avoir une année tranquille, quoi. Enfin, ça fait 3 ans qu'il tue un prof, il tue un gros serpent, il repousse des détraqueurs. Enfin, il y en a marre, quoi. Il veut juste... Ouais, cette année, tranquillou, je vais me poser dans les gradins, je vais regarder les autres se mettre en danger. Pour une fois, ça va me changer. Ouais, c'est vrai. Par contre, Harry se demande bien qui a pu l'inscrire et pourquoi. Est-ce que c'est pour le ridiculiser ou carrément pour le tuer, comme l'a fait sous-entendre Maugret? Même si Folleuil, il a une tendance paranoïaque, en même temps, ça serait pas la première fois que quelqu'un cherche à le tuer. Sauf que Voldemort, parce que oui, Harry, il pense direct à lui, évidemment, eh ben, il est censé se trouver loin, affaibli, sans pouvoir. À moins que le rêve qu'il ait fait cet été avec Voldemort et Queue de Verre n'était justement pas qu'un simple rêve. Je me demande s'il fait le lien, en fait, avec la prophétie de Trelawney, de la fin de l'année, de la fin de sa 3e année, quand elle dit le serviteur rejoindra son maître et tout ça, et en gros le fera regagner de sa puissance un peu, quoi. Je me demande s'il pense à ça et du coup qu'il pense que Petit Gros il rejoint Voldemort, en fait.
du coup, avec son rêve, en fait, tout coïncide, quoi. Du coup, et Harry est pas bête, hein, il fait pas mal de déductions. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà cette idée que Petit Gros ait rejoint Voldemort et l'aide à se rétablir, quoi. Mais c'est une bonne réflexion. Et il n'y a pas un moment où Harry l'évoque avec Sirius quand il communique par la cheminée? Je sais pas s'ils évoquent c'est un détail. Faudra voir quand vous ferez le chapitre. Ouais. Parce que c'est vrai que tout concorde. Et en même temps, des fois, Harry, il a du mal à connecter les liens entre eux. Là, je sais pas si consciemment de sa part, il y pense. Mais on verra plus tard. Si effectivement. En tout cas, là, il ne pense pas. Là. Là, en tout cas, c'est pas dit dans le texte, ouais, c'est vrai. Non, il se demande en fait si Voldemort se rétablit, mais enfin, il se demande s'il est proche ou loin, mais au moins il a la clarté d'esprit de se dire peut-être que c'est Voldemort qui va me retuer, quoi. Il commence à avoir l'habitude, quoi. En même temps, Harry, tu lui dis, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à le tuer, il pense direct à Voldemort, quoi. La vraie surprise, ça serait de lui dire. Bah non, il y a personne qui veut te tuer cette année. Ça serait une vraie surprise pour le coup. Voldemort a déjà essayé de le tuer 3 fois à ce moment-là, donc il se dit bon, on dit jamais 203, jamais 304, et puis etc. quoi. Harry est dans ses pensées, il se rend pas compte qu'il arrive déjà devant le portrait de la grosse dame. Le retour de Weasley dans le podcast, ça faisait longtemps, ça rappelle l'école des sorciers. Une autre sorcière est là, Violette, dans le tableau de la grosse dame. La même sorcière que Harry avait vue dans un autre tableau dans la petite salle des champions. Et de toute évidence, Violette, cette sorcière-là, elle est déjà en train de gossiper auprès de la grosse dame des dernières nouvelles sur Harry. Là, je me suis dit, ça doit y aller le gossip entre portraits avec tous les tableaux à Poudlard. Vu tout ce qui se passe à Poudlard, ouais. T'as pas entendu en fait, tu te dis, ils en ont vu des trucs, quoi, parce que les tableaux, ça fait des centaines d'années qu'ils sont là, quoi. Bah, ils en ont vu des trucs. Et puis ça ramène encore la question du est-ce que les tableaux ont une vraie conscience, quoi. Est-ce que à quel point ils peuvent penser, à quel point ils peuvent. Et là, vu qu'ils gossipent entre eux, on se dit ils sont quand même vachement, ils ont quand même une vraie conscience. Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'ils réfléchissent, est-ce qu'ils ont des. Bah, ça va être évoqué à un moment dans la saga, mais c'est un peu au même titre que les fantômes. En fait, c'est une empreinte de ce que ces sorciers étaient au moment de leur vivant, mais ça reste qu'une empreinte, si bien que par exemple. Et je me dis, est-ce que c'est forcément des gens qui ont existé, ou est-ce qu'on pourrait genre juste peindre une invention et lui donner en fait une conscience par la magie, quoi. Oui, je pense que ça marche aussi, ça. Ouais. La magie a très peu de limites, en vrai. Donc, tout est possible. Ouais. En fait, on pourrait donner vie en fait à une création et vraiment créer un être vivant, quoi, limite. C'est intéressant. Et j'ai l'impression quand même que tous les portraits dont on fait mention, ça reste quand même des personnages qui ont réellement, enfin des sorciers et sorcières qui ont réellement existé. Et je crois qu'on avait déjà ce débat dans un épisode, mais je crois des premières saisons, de se dire est-ce que tous les peintres sorciers et sorcières ont cette capacité à faire prendre vie leur peinture. Est-ce que ça en fait, dans le jeu Hogwarts Mystery, donc le jeu mobile, il y a une sorcière, il y a une élève en fait qui est peintre, et on voit un peu qu'il y a des sorts pour animer en fait ces tableaux. Donc je pense qu'il y a, par exemple, on peut mettre une pluie d'étoiles filantes dans le tableau, tout ça. Et en fait, c'est avec des sorts et des potions, je pense aussi. On peut, je sais pas si on trempe le tableau dans des potions et tout. Donc je pense que c'est vraiment comme ça. Et je pense que tous les peintres sorciers en fait, oui en fait connaissent ces techniques. Parce que pour Ron, par exemple, c'est très ennuyant de voir une peinture ou une photo quoi qui bouge pas du tout. Donc, à mon avis, pour les sorciers, c'est la normalité vraiment d'avoir quelque chose qui bouge. Donc, à mon avis, oui, tous les peintres ont ces techniques, et tous les peintres. Après, je pense qu'il y en a des plus talentueux. Il y a des peintres qui arrivent à donner plus de vie, il y a des peintres qui arrivent à donner. Ouais. Et des fois, c'est même à se demander est-ce qu'il y a un peintre tout court? Parce que par exemple, comme Dumbledore meurt, son tableau, pouf, il est là, quoi. Enfin, alors, je pense, je sais plus où je l'avais lu ou entendu, mais en fait, il y aurait un peintre vraiment pour les tableaux des directeurs. Et en fait, le directeur, il garde le tableau avec lui. Et en fait, régulièrement, en fait, il va lui donner un peu de sa personne, il va lui parler, il va un peu lui donner pour qu'en fait le tableau soit vraiment. Oui, c'est un peu bizarre. Genre, j'imagine Dumbledore avec son tableau dans son tiroir. Toutes les semaines, il le retire et il parle avec lui-même. Il lui donne un peu. Enfin, je sais pas. C'est un peu une métaphore, quoi. Mais oui, c'est la survivance en fait. De l'être, quoi. Après la mort.
Bon, mon dessert préféré, tu sais bien, c'est le sorbet citron. Voilà, ça on l'a vu la semaine dernière, j'espère que tu t'en souviens. Par exemple, je pense que Dumbledore donne des instructions à son portrait pour donner des instructions à Rogue dans le tome 7. Ouais. Et comme ça, son portrait, il peut dire fais attention, rappelle-toi bien, il faut que tu donnes l'épée à Harry, mais Harry doit pas te voir et tout ça. Donc, je pense que Dumbledore a donné ses instructions à son tableau avant qu'il meure. Ouais. Et c'est pas Did you put your name in the goblet fire, c'est Did you put your name in the goblet fire. C'est ça. Harry utilise le mot de passe Faribol pour couper court aux questions que la grosse dame et son amie Violette commencent à lui poser. Quand il pénètre dans la salle commune, Harry est accueilli comme une superstar dans un vacarme assourdissant. Tout le monde le félicite d'avoir trouvé le moyen de mettre son nom dans la coupe, même si les jumeaux sont un peu déçus qu'il ne lui ait pas donné l'astuce. Cathy et Angelina, elles, sont contentes que Gryffondor soit représenté et elles y voient un bon moyen de prendre leur revanche contre Poufsouffle et Diggory par rapport au Quidditch, encore une fois, le Quidditch. Harry, lui, n'a qu'une idée, c'est d'aller se coucher et de retrouver Ron, qui n'est pas là, bizarrement, mais tout le monde insiste pour qu'il boive un coup de bière au beurre et qu'il fasse la fête avec eux. Et il a beau répéter et répéter encore qu'il n'a pas mis son nom dans la coupe, personne ne l'écoute vraiment. Moi, je sais pas, mais ça me rappelle des souvenirs de soirée. Alors, je sais pas si ça va te parler, Clément, mais, mais en tout cas, des souvenirs de soirée où t'as qu'une envie, c'est de partir. Mais on te dit non, reste, et puis tu te sens obligé de rester. Un dernier verre, machin. Et toi, t'es là, tu fais non. Je sais pas si tu connais ça, Clément, mais tu vas le connaître. Ouais. Et puis, t'as parlé du Quidditch, là, je me dis, heureusement que Dubois y est parti l'année dernière. Parce que s'il avait été là, il aurait dit mais on n'annule pas le Quidditch, même pour le tournoi des Ah oui, c'est vrai. Oui, il est parti au bon moment, quoi. Il aurait pété un câble. Là, il aurait dit mais je m'en fous du tournoi, moi je veux mon Quidditch. Et puis après, il aurait été en mode écoute Harry, j'ai une stratégie pour le tournoi des 3 sorciers parce qu'il faut qu'on la mette à Diggory. Il aurait été trop chiant. Ouais. Tu crois que Dubois aurait pu être un champion s'il était resté une année de plus? Ça aurait été intéressant. Hein. Parce qu'il a l'air assez sportif, hein, c'est le capitaine de l'équipe, il a l'air déterminé et tout. Je me dis, ça aurait fait un bon champion. Ouais, je pense qu'il aurait pu. Hein. Il aurait pu. Ouais. Et même Angelina Johnson, qui se porte candidate, je pense qu'elle aurait été une bonne championne aussi. Bah ouais, carrément. Au bout d'une demi-heure, Harry parvient enfin à s'arracher de la foule et à rejoindre son dortoir, non sans esquiver les frères Crivet qui l'attendent en embuscade dans les escaliers. Harry est soulagé de voir Ron allongé sur son lit une fois parvenu au dortoir. Quand Ron lui dit salut, il remarque tout de suite que son sourire a l'air forcé. Harry remarque à ce moment-là qu'il porte toujours la bannière aux couleurs de Gryffondor que Lee Jordan lui a mis sur les épaules et il s'en débarrasse rapidement. Puis Ron le félicite pour avoir réussi à mettre son nom dans la coupe et il se demande comment il a fait. Harry, encore une fois, affirme qu'il n'a pas mis son nom mais que quelqu'un d'autre l'a fait à sa place, même s'il évite de préciser que c'est peut-être pour le tuer, pour ne pas faire trop dans le mélodrame. Ron, pas convaincu du tout, lui répond qu'au moins, à lui, son meilleur ami, il pourrait dire la vérité. De toute façon, Violette, la sorcière du tableau, leur a déjà tout raconté sur le fait que Harry a été confirmé comme champion et qu'il pourra alors gagner les 1000 galions de récompense et qu'en plus, il est dispensé d'examen cette année. Alors là, la colère commence à monter en Harry et il lui dit à Ron qu'il ne ment pas. Mais Ron a bien retenu la petite remarque de Harry sur le fait que si lui, Harry, voulait se porter candidat, il l'aurait certainement fait en pleine nuit sans que personne le voie. Rappelez-vous, c'était au chapitre précédent. Voilà, Ron, maintenant, il sait que c'est ce que Harry a fait parce qu'il n'est pas complètement idiot non plus. Et quand Harry lui rétorque que pourtant il sait bien faire semblant d'en être un d'idiot, Ron lui tourne le dos, tire les rideaux de son lit et il lui dit qu'il ferait mieux de se coucher pour sa séance photo de demain ou un autre truc du genre. Bon, ici, c'est la fracture entre Harry et Ron. On touche un point sensible chez Ron. Et qu'est-ce que vous en pensez de la réaction qu'il a de Ron? Bah, en fait, on se demande est-ce qu'on aurait fait pareil quoi, à la place de Ron. Est-ce qu'on aurait été jaloux comme ça? Probablement. Après, heureusement qu'il s'en rend compte après la première tâche qu'en fait, bah, c'est débile. Quoi. Heureusement qu'il s'en rend compte. Si s'en est pas rendu compte, ça aurait été un peu beaucoup. Et je pense qu'on peut pardonner à Ron d'être comme ça, parce que c'est compréhensible quand même ton meilleur ami qui te trahit un peu comme ça, même si c'est pas vraiment une trahison. Donc ouais, c'est compréhensible. Et ouais, voilà, je pense que. Mais en fait, moi, Ron, je l'aime pas beaucoup dans la saga, et je pense que ça y participe pas mal, quoi. Ouais, c'est ça.
Hmm. Mm. Moi, je sais pas, j'ai tendance à croire que quand t'as un meilleur ami, tu te confies toute ta vie. Normalement, c'est une des personnes que tu connais le mieux au monde. T'as tendance à le croire. Surtout qu'il a cru des choses bien plus folles que le fait qu'une coupe de feu ait sorti son nom de nulle part. Genre, il l'a cru quand il soupçonnait Rogue de vouloir le tuer, alors que finalement, c'était Quirrell. Mais il a cru à sa théorie. Il a cru à quoi d'autre? Je sais plus. Enfin, bref. Dans la saga, il croit à des choses bien plus folles que le fait qu'une coupe de feu ait sorti le nom de son meilleur ami nulle part. Je trouve que là, ça titille son complexe d'infériorité à Ron, et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Il se sent tout le temps Mais je pense que inférieur c'est à Harry. C'est la goutte d'eau qui déborde du vase, quoi. Mhm. Entre ses frères, Harry, enfin tout ça, oui, à mon avis. Et puis c'est vraiment un prestige, quoi. Et les 1000 galions qui viennent C'est ça. mettre la dernière L'argent, la cerise ouais. sur le gâteau, quoi. En Il fait. est déjà Ouais, riche c'est et il l'argent, n'a quoi, pas besoin parce des que- 1000 galions, quoi. En fait, il y a tous les Ouais, ingrédients. En fait, ça touche vraiment au point faible de Ron, en fait, qui a un complexe d'infériorité. Il y a tous les ingrédients qui sont réunis. Il y a ce moment-là, puis il y aura aussi dans le tome 7, on peut mettre les deux incidents un peu, on peut les comparer, en fait, quand Ron va quitter Harry et Hermione dans leur quête des Horcruxes, parce que ça va toucher aussi à un point sensible qui est que Harry, pareil, en fait, il va lui piquer Hermione, quoi, parce que comme il a toujours vécu dans l'ombre de ses frères et tout, il a un complexe d'infériorité, ça c'est évident. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Marina, c'est vrai que ça doit être dur pour Harry à ce moment-là, parce que Ron, c'est son socle, c'est son meilleur pote, et le fait que là, bah oui, il se sent trahi, en fait, Harry, parce qu'il fait, mais en fait, lui, il me croit pas, quoi. Ça doit être terrible pour Harry à ce moment-là, quand même. Heureusement, Hermione va le Je pense- croire. Ouais, heureusement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si Hermione, elle était pas là, Harry aurait pu sombrer, hein. Enfin, vraiment, ça aurait été super dur pour lui. Une année, affronter les tâches et tout ça tout seul, alors que Hermione va être une grande aide, hein, pour la première tâche. Donc, ouais, ça aurait été vraiment très dur pour lui si Hermione n'avait pas été là. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que là, en fait, Ron, complexe d'infériorité, et en fait, il se fâche contre Harry. Et j'ai l'impression que dans les reliques de la mort, complexe d'infériorité, et j'ai l'impression qu'il se fâche plus contre Hermione, en fin de compte. C'est un petit peu ça, parce que vraiment, ce qui l'atteint, c'est que sans même qu'il en soit réellement conscient, il est fou amoureux d'Hermione, et en fait, leur crux qu'il porte vient en plus le conforter dans l'idée que Harry, ce super-héros, en plus, il va lui piquer la femme qu'il aime, quoi. Ouais, c'est intéressant, mais c'est le talon d'Achille de Ron. On le sait. Bah, dans le 4e livre, là, Ron, il va pas être. Il va d'abord s'embrouiller avec Harry pour ça, ensuite il va s'embrouiller avec Hermione pour le bal de Noël. Ouais. Et ouais, il est pas super. Enfin, c'est normal, hein, mais ouais. Ça va il être est pas compliqué, super sympa, Marina. Prépare-toi. Ouais. C'est vrai que t'aimes pas trop Ron non plus. T'as pas. Bah, ça m'énerve quand il a ses crises et tout. Et ben là, ce n'est que le début. Après, pourtant, c'est à cause de ce complexe d'infériorité. Donc, on pourrait avoir de l'empathie pour lui aussi par rapport à sa situation familiale, etc. Mais comme j'ai déjà dit, j'arrive pas à avoir de l'empathie pour Ron. Ouais. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. C'est pas un personnage qui me crée de l'attachement. En fait, on peut comparer que Ginny, et Ginny, elle s'en sort très bien alors qu'elle est dans l'ombre d'encore plus de frères, quoi, de Ron. Et en plus, c'est une fille. Après, c'est une fille. C'est une fille, du coup, techniquement, elle se démarque déjà parce qu'elle est une fille, quoi. Oui, tu peux mais voir quand même, elle se fait toute seule et tout. Et enfin, elle va pas pleurnicher comme Ron. Donc, au contraire, j'ai l'impression que ça lui a créé une carapace, quoi. Ah ouais. ça me rappelle Orelsan, là. Quand tu prends un pote, tu prends ses problèmes avec. Il dit ça dans une de ses chansons. Je trouve que c'est vrai. C'est-à-dire que Harry, il a fait de Ron son meilleur ami. Il sait que Ron n'est pas parfait. Il sait qu'il a ces points faibles-là. Et là, il se le prend un peu en pleine face. Je pense pas qu'il se disait que ça pouvait monter à... Enfin, voilà. Ça pouvait avoir cette conséquence-là que Ron lui fasse la gueule parce qu'il croit pas du tout qu'il est innocent dans l'histoire de la coupe de feu et tout. Mais voilà, des moments difficiles pour Harry qui l'attendent. Mais comme tu l'as dit, Clément, comme c'est des garçons et tout, ça se bagarre. Genre, c'est soudain, c'est vif, mais après, ils vont vite se rabibocher. Ouais. Mais à la fréquence, ça va durer 3 bons mois, je vous préviens, avec notre rythme. Harry reste figé un moment à regarder les rideaux à baldaquin de Ron qui se sont refermés sur lui et qui le séparent désormais de la seule personne sur qui il comptait être cru,
dans un moment si difficile. Merci Jérémy pour ce chapitre. Merci Hermione. Non, là, j'en ai fait exprès. Merci Marina. Et merci Clément, excuse-moi. Clément. Oui. Clément. Pas de problème. Merci Jérémy et Clément Marina pour ce aussi. chapitre. C'est vrai que c'est toujours ça, les auditeurs et auditrices nous connaissent bien, mais nous, on connaît beaucoup moins les... Mais non, mais je savais que tu t'appelais Clément, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un moment de doute de dire mais non, c'est pas Clément. Mais si. Enfin, en quelques secondes, j'ai eu un doute, je sais pas pourquoi je voulais t'appeler autrement. Est-ce qu'il y a un personnage dans Harry Potter qui s'appelle Clément? Non, pourquoi? Non. Je sais pas, ça m'intéresse toujours. S'il y a un personnage secondaire ou même plus principal qui s'appelle Clément, mais je crois pas. En parlant de Jérémy. personnages. Attends, je sais pas. Attends, vas-y. Si, Jérémy, on avait trouvé. Je crois qu'on avait trouvé un truc. Personnage. C'était pas dans la saga, mais c'était vraiment quand on recherchait la généalogie des personnages et tout, on était tombé sur un Jérémy, je crois. Ouais, déjà dans le wiki, on a 5. Mais il y en a aucun qui me dise quelque chose. On va regarder Clément. Peut-être c'est dans les cartes de Choco Grenouille et tout ça. Oui, voilà, c'est ça, aussi. dans l'univers étendu. Non, Clément, j'ai rien. Ça me sort que Clémence Poésie qui joue Fleur, qui joue Fleur, pardon. Et Marina. Non, Marina, j'ai rien non plus. Non, Marina, non. Il y a que moi. Désolé, les amis. Donc, en parlant de personnages, est-ce qu'il y a un personnage qui a retenu votre attention dans ce chapitre? Clément, à toi l'honneur. En fait, dans tous les chapitres où il apparaît dans ce tome, on serait tenté de dire Barty Croughton Jr. Pour sa performance incroyable. Mais moi, je pense, je dirais peut-être Verpé, puisqu'il est, il est drôle, hein, Ludo. Il est vraiment dans le fun, et même si Harry est là, bon, bah, plus on est fou, plus on rit, quoi. Tant mieux, quoi. Donc ouais, je dirais Ludo Verpé, qui est toujours bonne humeur. Et en fait, il va évoluer, hein, ce personnage. Au début, c'est le mec très enjoué et tout, et en fait, à la fin, il va rouler le Fred et George, il va rouler des gobelins. Ouais. Et puis surtout, il sera le coupable idéal. Là, on n'en parle pas trop parce que c'est pas encore le cas, mais quand il va chercher par tous les moyens à faire gagner Harry, en fait, on va se dire waouh, mais c'est bizarre en vrai. Du coup, quand dans le cimetière, on comprend quels a été les enjeux autour de Harry comme candidat au tournoi des Trois Sorciers, on va penser tout de suite à Ludo Verpé. On se dit ah, je suis carrément malin, c'est Ludo Verpé en fait. Et bah non, l'autrice est plus malin que nous. Et toi, Jérémy? Moi, ça va vous étonner, je pense. J'ai choisi Rogue. Non, pourquoi? J'ai choisi Rogue parce que en mode sneaky, tu vois, qui se glisse dans la salle des champions juste pour déverser son sel sur Harry. Ça fait gros forceur. Et du pour coup... manger son popcorn en regardant Harry dans les problèmes. Mais vous savez tous que Harry cherche par tous les moyens à attirer l'attention sur lui et à ne pas respecter le règlement de l'école. Il est juste là pour dire ça et là, gros forceur, donc force à lui. Moi, c'est 2 personnages. C'est la grosse dame et Violette en train de gossiper dans les tables. Gossip Girls. Dans leur petit thé. Non, mais parce que tu sais, en fait, il y a un 4e nom qui est ressorti. Mais non, qui? Puis tu sais, Rogue, là, le prof, là, avec les cheveux gras, tu sais ce qu'il a dit et tout. Et puis là, il y a le Harry qui a été dans la salle de bain des préfets. Et tu sais qui il a rejoint? Mimi Géniard, cette petite coquine. Je pensais que tu disais tu sais qui a rejoint Harry. Tu sais qui Voldemort. Ou Cédric en petite référence à ton live d'il y a une semaine, enfin ton replay sur la tier list. Ouais. On se demandait le couple Cédric-Harry, comment il aurait pu se former dans la salle de bain avec l'œuf. Harry, Cédric. Quand tu parlais de Rogue qui vient dans la salle, en fait, je m'imagine, du coup, il y a plus que Hagrid, Chourave et Flitwick, quoi, dans la grande salle qui attendent. Bon, bah, du coup, on n'est pas invité dans la petite salle. Et c'est là où ils basculent du côté sombre de l'histoire parce qu'encore une fois, ils ont été laissés de côté. Et ouais. À vos fanfictions. Ça fait un peu l'enfant maudit. Sur ce, nous passons à la volière de ce chapitre. Et nous commençons par le premier hibou sonore, celui de Stéphanie. Coucou à tous les deux.
Je me présente, je m'appelle Stéphanie et ça fait quasiment 20 ans que je suis fan d'Harry Potter. Pour la petite anecdote, je suis devenue fan grâce à mon frère. Il n'était pas grand lecteur à l'époque, on était adolescents, et on lui a offert les 3 premiers tomes d'Harry Potter à l'école des sorciers. Et là, j'ai vu mon frère, qui ne lit jamais, les dévorer en très peu de temps. Et je me suis dit, ça doit être pas mal cette saga. Donc, je me suis mis à les lire, j'ai adoré, j'ai enchaîné avec la Coupe de Feu. Et ensuite, eh bien, j'ai acheté les livres en anglais. J'étais en fac d'anglais à l'époque. Tout simplement parce qu'ils sortaient 6 mois avant la version française. Et sur ce coup-là, je fais un petit peu ma mesquine puisque je narguais mon frère en lui disant que je savais ce qui allait se passer ensuite. Voilà. Et j'avais une petite question pour vous. C'est vous, comment est-ce que vous êtes devenu accro à la saga Harry Potter? Voilà. À très bientôt et j'espère que vous allez continuer votre podcast encore très longtemps. Merci Stéphanie pour ton hibou. Alors moi, j'avais déjà raconté, je pense que j'ai raconté plusieurs fois, mais je vais le raconter encore une fois. En fait, je crois que j'avais 8 ans et je suis tombée sur Harry Potter à la bibliothèque de mon village. Et quand je l'ai ouvert pour la première fois, ça n'a pas été le coup de cœur puisque je l'ai refermé au bout de quelques pages et je me suis dit, oh, non, c'est pas pour moi, c'est nul ça. Donc le Vernon et tout. Le premier chapitre, c'est vrai que... Ouais, ça m'a pas accroché et je crois que du coup, ça fait plusieurs fois que je raconte, mais avec le temps, je l'oublie. Je crois que c'est ma mère qui est venue m'acheter le premier tome et finalement, je l'ai relu. Et là, pour ma deuxième tentative, c'est là où je suis devenue accro au livre. J'ai vraiment lu ce qui était disponible en tome. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait que les 4, 3 ou le 4, je sais plus. J'ai lu. Ensuite, il y a le premier film qui est sorti en 2001 et là, ça a été le complément dans mon cœur de fan parce que je voyais la saga mis à l'écran et devenir réalité, entre guillemets. Et depuis ce temps, j'ai jamais... Enfin, si, au lycée, il y a eu carrément une phase vide, lycée, un peu la fac. Et vraiment, ma passion pour Harry Potter, elle est revenue un peu quelques années quand j'ai découvert le podcast. En fait, vraiment, ça a ravivé mon cœur de fan d'Harry Potter. Ça me touche, c'est beau. Voilà. T'as conscience que Clément, il nous prend pour des dinosaures là, quand on raconte ça. En 2001, en 2001, j'étais au collège. Non, mais moi, je l'ai raconté déjà aussi, je crois, plusieurs fois, mais j'ai découvert avec le premier film en 2001 quand c'est sorti. Je voulais pas le voir, le film, au départ. Je regardais pas de films trop, je lisais encore moins des livres. Et puis, le premier film, ça a été un gros coup de foudre. À partir de là, il y avait les 4 premiers livres qui étaient sortis à l'époque. Clément, voilà, je t'indique quand même. Et voilà, j'ai dévoré les 4 premiers livres et à partir de là, j'ai attendu la sortie des livres, la sortie des films. Et ça me quitte plus jusqu'à ce que j'ai créé le podcast et aujourd'hui la fréquence avec Marina et je suis un vieil enfant éternel. Clément, toi, t'as raconté du coup avec le CM1. Toi, c'est arrivé très tôt. Ouais. Bah oui, en fait, assez tôt. Et voilà, j'ai eu de la chance en fait, parce que je sais pas si j'aurais découvert autrement en fait. Et probablement quand même, hein, mais... Est-ce que tu as déjà rencontré d'autres personnes de ta génération qui sont fans également d'Harry Potter? Ouais. En fait, ça persiste. Hein. Il y a même du coup ma petite sœur, elle est, je l'avais un petit peu entraînée, elle est pas aussi fan que moi, mais voilà, il y a des gens qui continuent à découvrir Harry Potter et à adorer. Donc pour moi, Harry Potter, ça a encore du temps devant soi. Ouais, carrément. On le voit avec les films fonctionnent toujours. Je sais pas trop où ils vont, dans quelle direction ils vont avec la série, mais dans tous les cas, je pense que ça ne fera que raviver aussi le fandom. Ouais. Mais c'est vrai que les générations se suivent et pourtant, ça baisse pas, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une fanbase vraiment de tous les âges et de tous les profils. C'est trop bien. Allez, on passe au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Vincent. Salut la fréquence, je vous contacte suite à l'écoute du chapitre 14 de la Coupe de Feu où vous avez parlé du sortilège du tabou. Et je me posais la question de savoir si c'était possible que ce soit Voldemort qui ait inventé ce sortilège et qui du coup expliquerait pourquoi les 2 seules mentions de ce sortilège soient des périodes où Voldemort est au pouvoir et qui du coup ne l'auraient transmis à personne pour que personne ne puisse se servir de ce sortilège à part lui. Voilà. Bonne continuation.
Merci Vincent. Alors est-ce que Voldemort, c'est lui qui a créé le sortilège du tabou? Alors moi je dirais qu'on peut penser que oui. En tout cas, on n'a pas d'autres exemples de tabous dans l'univers de Harry Potter ou du monde magique. Et on peut même se dire, je sais pas si ça va vous interpeller ou quoi, on peut même se dire que c'est quelque chose de nouveau créé par Voldemort à son retour. Parce que en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait déjà un tabou à l'époque et est-ce que c'est pour ça que Voldemort se fait appeler vous saviez qui? Mais il y a un petit Oui. truc qui m'interpelle. Ouais, c'est confirmé ou pas, Clément? Ah, moi, je pensais vraiment que Ron, justement, il dit oui, ça revient, en fait, le tabou, il l'a remis en place comme avant sa chute. Mais t'allais dire quoi? Il y a un Mais contre-argument à ça? est-ce que Ron, il dit que ça revient? Ou parce que en fait, En Ron, fait, il surprend une discussion quand il est tout seul, je crois entre rafleurs, il me semble. Et c'est comme ça, Ouais. en fait, qu'il apprend qu'il y a un tabou et que c'est comme ça que les rafleurs leur tombent dessus et les mangent morts. Mais il faudrait que peut-être relire c'est le un peu ça. passage, mais je sais pas si c'est fait mention que c'est de retour. Et moi, il y a un truc qui m'interpelle, en fait. C'est par exemple quand Lupin, dans le tome 7, il voit Harry, Ron et Hermione au Square Grimoire. Il n'arrive pas à expliquer comment les Mange-Morts les ont retrouvés à Londres. Et en fait, si le tabou, c'était quelque chose de connu, comme par exemple, je sais pas, la participation des géants ou des loups-garous. Alors, voilà, ça c'était quelque chose qui existait avant, et donc du coup ils s'en occupent après parce qu'ils savent que Voldemort il va refaire ce qu'il a déjà fait. Et bah, si le tabou existait avant, je pense que l'ordre du Phénix, ils auraient très certainement donné des directives claires sur le fait, attendez, mais ne prononcez absolument pas le nom de Voldemort. Alors, or, personne le dit à Harry, Ron et Hermione, par exemple. Alors après, est-ce que c'est... je sais pas. Mmh. C'est une bonne question. Est-ce que le tabou, c'est un truc nouveau? Ou est-ce que c'est pour ça que le nom est craint depuis le départ? Je suis sur la page wiki du tabou. Ouais. Mais je pense pas que tu trouveras Mais grand-chose. Parce que j'y suis non, allé c'est vrai aussi. que non, ouais, c'est vrai ça parle en fait que du présent. Ouais. En fait, ça paraît très logique que ça soit le cas, que c'était déjà là avant, et ça expliquerait pourquoi tout le monde l'appelle vous savez qui. Mais on sait pas, en fait, on n'a aucune certitude Ouais, c'est ça. si c'était bien le cas. Mais par contre, si ça Ouais. existait avant, je trouve ça un petit peu bizarre que aucun adulte vienne rappeler aux plus jeunes. Et ben, surtout, ne dites absolument pas à Voldemort, même si en vrai, ça peut être l'excuse donnée, c'est que personne l'utilise. Mais voilà, parce que je sais pas, c'est le Après, seul. ils savent pas qu'il a été remis en place, mais Ouais. mais ça reste une bonne question. Et une ouverture, moi, c'est une question que j'ai vue sur Reddit ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas une question, c'est plus une idée. Et je trouvais ça assez malin. C'est quelqu'un qui se disait, mais est-ce que ça aurait pas été une bonne strat de mettre un tabou sur d'autres noms? Et par exemple, il donnait l'exemple de Hermione. Parce que si Voldemort, il avait mis un tabou sur le nom de Hermione, eh ben, en fait, ça aurait pu permettre de retrouver Harry, parce qu'il sait que Harry est avec Hermione. Bah, même le tabou sur le nom de Harry. Bah, le Harry, c'est un peu plus compliqué parce que tout le monde le connaît. Oui, c'est vrai, oui. Alors que Hermione, je trouvais ça malin. Hermione, c'est un prénom qui est pas très répandu. Hermione n'est pas connue, contrairement à Harry. En tout cas, elle l'est beaucoup moins. Et voilà, quoi. Et en fait, ça aurait pu être un moyen assez malin de retrouver Harry, parce que Harry, elle l'appelle toujours Hermione. Je sais pas, je trouvais ça intéressant, quand même. Ouais, en fait, c'est un sortilège assez intéressant puisque c'est très vague, son utilisation. Et puis, on sait même pas, comment ils savent, dès que quelqu'un l'utilise, les rafleurs, je sais pas, il y a un hibou qui leur rapporte les coordonnées de la personne qui a dit. Enfin, on sait pas On vraiment sait pas trop comment quand ça marche, quoi. ouais. Ou est-ce que, je sais pas, c'est juste avec la marque des ténèbres, peut-être, il s'appuie dessus et ça les téléporte à la personne qui a dit le nom. On sait pas vraiment comment ça marche. En fait, c'est un sortilège super puissant, même trop puissant, en fait. Est-ce que ça ouvre Google Maps sur ton téléphone et ça te dit, voilà, ça te géolocalise là où c'est? C'est un peu ça l'idée. Ça, c'est le genre de truc que ça serait bien que J.K. Rowling en parle, puisque c'est de la magie, donc c'est pas explicable par de la magie, c'est plus c'est trop puissant, quoi, limite. Bah, c'est puissant, hein, c'est clair. Ouais. C'est clair. Bah, après, on voit qu'il y a une limite quand même, parce que je parlais du Square Grimoire, et par exemple, dans le tome 7, ils disent plusieurs fois Voldemort, et comme il y a un sortilège de Fidelitas, a priori, le tabou ne passe pas à la barrière du Fidelitas. Donc, il y a quand même une limite, mais ça reste puissant comme sortilège. C'est bien qu'il y ait ça, quand même. C'est bien qu'il y ait... Et en parlant du Square Grimoire, en fait, je sais pas, je pense que dans les livres anglais, c'est Grimo,
Est-ce qu'il y a un R aussi à la fin dans les livres anglais? Parce que moi, dans ma tête, je l'ai toujours lu Square Grimaud ou Grimaud Place ou je sais pas. Et en fait, quand vous avez commencé à dire Square Grimoire, je suis allé vérifier dans les livres et c'est bien Grimoire. Et moi, ça m'a choqué. Du coup, je me demandais si d'autres gens aussi pensaient Square Grimaud. Alors, je crois qu'en anglais, c'est Grimoald. Je crois même qu'il y a un L. Et je sais pas si tu lis les livres en anglais ou si t'écoutes les films en VO, mais c'est peut-être pour ça. Ah ouais. Ouais, peut-être. Ouais, j'ai dû mélanger en fait, mais oui, ça c'est intéressant. Ça m'a vraiment choqué au début, quoi. Et du coup, c'est marrant. C'est Grimoald Square en anglais, c'est pour ça. Ouais, le R est rajouté en français. Ok. Nous passons au hibou sonore d'Élise. Et si Harry avait en fait été un crackmol? C'est-à-dire, quand il a 1 an, ses pouvoirs ne sont pas encore développés, on ne peut pas savoir. Et Dumbledore dit que il est inscrit depuis sa naissance à l'école de sorcellerie de Poudlard. Mais s'il était un crackmol, comment se serait-il passé? Et d'autant plus que c'est Harry Potter, donc Dumbledore ne l'aurait pas laissé en dehors de l'école. Voilà. Merci Élise pour ton hibou. Simple, concis, précis. Je pense que le fait qu'il aurait été un crackmol, ça aurait changé carrément sa destinée. Mais à savoir si Voldemort savait que Harry était un crackmol. Pas de pouvoir magique. Finalement, ça n'aurait pas été un... C'est marrant, j'ai tout de suite pensé à ça aussi. Ouais, ça aurait pas été un danger pour lui. Finalement, il aurait pas pu le faire tomber sans pouvoir magique. Ah, je pense que si. Comment? Parce que c'est l'amour de sa mère qui le sauve, Harry, c'est pas ses pouvoirs magiques. Bah oui, mais finalement, il a quand même quand il combat Voldemort, c'est toujours avec la magie. Sauf que là, il tu pourrais dire pas après. Oui, mais c'est ça. En fait, la conséquence aurait été la même. Mais il aurait disparu. Il serait certainement revenu. Par contre, je me suis dit, il aurait été encore plus vénère d'apprendre qu'il a disparu à cause d'un crackmol, en fait. Mais finalement, il aurait pu... Après, l'histoire d'Harry, si vraiment Voldemort se mettait en quête contre Harry, il aurait pu le tuer aussi facilement. Il aurait été Très beaucoup facilement. plus en danger, oui. Même, je pense que la réponse, elle est simple. Hein. Pour moi, il va faire le ménage avec Rusard, quoi. L'assistant de Rusard. L'assistant de Rusard. Non, mais en vrai, je pense que... Ou Harry, il aurait acheté un gun dans la street et il aurait futé Voldemort. Non, mais en vrai, je trouve que la question, elle est super maligne parce que ça aurait pu être vrai. Parce que quand Harry, il a 1 an, et je crois pas qu'on ait de preuve qu'il ait des pouvoirs magiques. Il aurait très bien pu être un crackmol, ça n'enlève rien à tout ce qui s'est passé avant, me semble-t-il. Donc, il vole sur le balai jouet que Sirius lui a acheté, mais je sais pas si le balai jouet vole. Est-ce qu'il faut des pouvoirs magiques pour voler sur le balai jouet? J'ai l'impression qu'un an, ça fait jeune quand même pour que des pouvoirs. Je pense que tes pouvoirs peuvent se manifester, mais tu les maîtrises pas. Tu vois, tu fais des petites bêtises avec, peut-être. Parce que Harry, ça arrive quand même quand il est à l'école primaire, mais pas avant, quoi. Ouais, s'il était un crackmol, peut-être les Dursley n'auraient pas autant de haine, parce qu'il n'y aurait pas tous les trucs bizarres avec ses cheveux, le toit de l'école et tout ça qui serait arrivé. Rien de tout ça serait arrivé. Du coup, peut-être qu'ils n'auraient pas autant cette haine. Donc ouais, ça aurait changé pas mal l'histoire, mais quand même. Mais je pense que Dumbledore, il l'aurait quand même accepté à Poudlard. Il l'aurait protégé à Poudlard. Je pense pas, malheureusement, que tu puisses avoir une scolarité normale en tant que crackmol, parce que tu peux rien faire avec une baguette magique, c'est très compliqué. Est-ce que du coup, est-ce qu'il serait devenu une sorte de source de moquerie? Genre, le fameux Harry Potter qui a combattu Voldemort, finalement, il a pas de pouvoir magique. Ça aurait été horrible. Tu vois, finalement, ça se retourne contre lui. Oh, le loser! C'est ça. Ouais. Peut-être assistant garde-chasse ou assistant concierge, ouais. Il aurait essayé le programme de Rusard Vite Magic pour essayer de retrouver sa magie. Mais en tout cas, je m'étais jamais posé cette question et c'est pas mal trouvé, je trouve. L'assistant personnel de Dumbledore. Allez lui faire son stock de sorbet citron. En fait, ce que j'aime bien dans cette question, c'est que ça aurait pu être possible et ça n'enlève en rien tout ce qui s'est passé avant. Et pour autant, ça détruit tout ce qu'on connaît, en fait. Bah oui. Ouais. Allez, on passe au dernier hibou sonore de cette volière qui est signé Amélie. On écoute ça. Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. J'avais une petite question. Je me demandais si dans le tome 4, après la résurrection de Voldemort, et quand Barty Croughton Jr. amène Harry dans le château, si il aurait pu le tuer.
parce qu'on sait que la prophétie dit aucun d'eux ne peut vivre autant que l'autre survit. Donc voilà, je me demandais s'il pouvait le tuer. Et s'il avait pu le faire, est-ce que Voldemort en serait heureux puisqu'il serait débarrassé de Harry, ou est-ce qu'au contraire, il serait fâché de ne pas avoir tué Harry lui-même? Voilà. J'avais aussi une petite anecdote. Je suis née le 26 octobre 2007, donc pile le jour de la sortie du dernier tome de Harry Potter en français. Et voilà, maintenant je suis une grande fan d'Harry Potter et je me dis que c'est un petit signe et que ça devait arriver. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'adore vraiment votre podcast. Je l'écoute tous les matins et tous les soirs en allant au lycée. Vraiment, c'est mon petit rayon de soleil quotidien et continuez, vraiment, c'est trop cool. Merci Amélie. Bon, les jeunes, vous arrêtez avec vos années de naissance. On arrête là. Si ça de toute façon, si c'est après 2000, c'est tabou. C'est tabou comme Voldemort. Ouais, mais là déjà tu grilles en disant Jones. Ouais. Merci Amélie pour cette anecdote hyper intéressante. Et puis il y a aussi cette question, est-ce que Barty Junior aurait pu tuer Harry dans le tome 4 et comment aurait réagi Voldemort? Je pense que la question qu'on peut évacuer vite fait, c'est je pense que Voldemort aurait pas super bien réagi parce que je pense qu'il veut vraiment être celui qui tue Harry Potter. Pour autant, je pense qu'il aurait quand même... Enfin, au moins, ça fait une menace en moins quand même. Donc, je pense que ça aurait été un peu ambigu, mais il aurait été vénère quand même. Par contre, la question un peu plus complexe, c'est de se dire, est-ce que c'est même possible? On avait déjà abordé cette question de la mortalité de Harry, et c'est assez complexe, mine de rien. En tout cas, il peut y avoir plusieurs théories. Et moi, je pense, c'est une opinion, hein, je pense que oui, Harry aurait très bien pu mourir en fait de la main d'un autre avant ou après l'épisode du cimetière. Et par exemple, Barty Junior, s'il lance un Avada Kedavra sur Harry, une fois qu'il le récupère, une fois revenu du cimetière, je pense que Harry serait mort. Par contre, au cimetière, s'il n'y avait pas eu les baguettes jumelles et que Voldemort avait réussi à tuer Harry, et ben en fait là, il serait passé exactement ce qui se passe dans le tome 7, c'est-à-dire que seul l'Horcrux de Harry serait mort, serait détruit. Et la situation aurait été la même parce que je pense que dans le tome 7, les reliques de la mort n'ont aucune incidence sur ce qui se passe. C'est surtout le fait que Harry a le sang de sa mère, la protection, enfin que Voldemort a la protection de sa mère dans ses veines. Et en fait, à partir du cimetière dans la coupe de feu, Voldemort scelle son destin en fait. Et c'est pour ça que Dumbledore est ravi qu'il ait fait ça parce que de ce fait, il faut vraiment que ce soit Voldemort qui tue Harry pour que en fait Voldemort, sans le savoir, tue seulement l'Horcrux qui est Harry. Il faut que Harry meure entre guillemets pour que l'Horcrux de Voldemort soit détruit. Donc voilà, après il peut y avoir une autre théorie qui est que Harry il est invincible et que en fait il y a aussi que seul Voldemort peut le tuer. Moi j'y crois pas et j'ai pas forcément envie d'y croire parce que je trouve que du coup ça enlève aussi de l'intérêt à l'histoire parce que si Harry il peut pas mourir de la main d'un autre, finalement, tous les moments où il est en danger, bah, il est pas vraiment en danger, en tout cas quand on parle pas de Voldemort. Donc, j'aime penser quand même que oui, il est mortel. Il aurait pu très bien être tué, par exemple, par Barty Junior. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? C'est un débat, ça peut être un débat encore je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai quelques trucs à dire. Je pense qu'il aurait pu mourir dans le cimetière. En fait, les reliques de la mort, à mon avis, ça change rien. En effet, entre le 4 et le 7. Mais faut pas oublier qu'Harry est dans le 7 et le maître de la baguette de Suro. Donc, c'est le maître de la baguette qui l'attaque. Du coup, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que la baguette reconnaît son maître et du coup va, je sais pas, tuer que la partie Dame de Voldemort? Est-ce que si Harry n'était pas le maître, est-ce que ça aurait tué l'entièreté? C'est assez flou, hein, tout ça. Mais dans le 4, en tout cas, Harry n'est pas le maître de la baguette que Voldemort utilise. Donc peut-être que ça change quelque chose. Et sur le point de est-ce que Barty Crompton l'aurait fait, dans le film, il le fait. Enfin, il le fait, il essaie en tout cas. J'ai revérifié ce matin et en fait, du coup, il parle un peu dans le bureau. Ensuite, il parle du cimetière et Harry il dit mais j'ai pas parlé de cimetière, professeur. Et ensuite, il lève sa baguette. C'est à ce moment-là que Dumbledore, McGonagall et Rogue en fait entrent et débarquent dans la pièce. Et donc, je pense que c'était assez juste. Enfin, dans le film en tout cas. Hein. Dans le livre, je me souviens pas trop. Mais dans le film, en tout cas, ils ont décidé de faire comme si Barty allait tuer ou blesser Harry. Ouais. Bah, je pense vraiment que dans le livre aussi, Barty Junior, il est prêt à le tuer. Par contre, limite, dans le film, c'est
même mieux, je trouve. Alors pourtant, j'aime pas beaucoup ce film. J'aime bien le fait que Barty Junior, il se fasse trahir par le truc du cimetière. Ça, j'adore. Parce que en fait, il est dans le contrôle tout le temps et là, ça lui échappe. Et ça, c'est pas dans le livre. Et je pense que J.K. Rowling a dû s'en mordre les doigts. Parce qu'à mon avis, elle a lu le scénario, elle a fait « Oh, c'est stylé quand même. » J'aurais dû mettre ça. C'est très sûr que ça a dû arriver ça plusieurs fois. J'aurais dû penser, putain, elle est pas mal. Mais après, pour revenir à la baguette de Suro, c'est vrai que c'est complexe. Parce que le truc, c'est que Harry, il est le maître de la mort, entre guillemets, en même temps que, Voldemort, il a le sang de Lily Potter dans ses veines sans que ce bébête s'en rende compte. En fait, il y a plein de trucs qui pourraient être la raison qu'il y a que Horcrux qui est mort. Il est le maître de la baguette, il est le maître de la mort, il y a la protection de sa mère, il y a le sang de Harry dans Voldemort, il y a peut-être que le sort, en fait, il vise que l'Horcrux. En fait, on sait pas qu'est-ce qui aide, on sait pas qu'est-ce qui contribue à tuer que l'Horcrux, mais ça marche. Donc ça nous laisse un peu en fait imaginer. Surtout que Dumbledore les met sur la trace des reliques de la mort en offrant, en léguant les contes de Biddle-le-Bard à Hermione avec le signe des reliques de la mort. Et en fait, ça a toujours été mystérieux vraiment. C'est quoi l'intention de Dumbledore derrière le fait de les mettre sur la piste des reliques? Mais j'ai tendance à penser quand même que les reliques ont assez peu d'importance. La baguette de Suro, c'est peut-être un moyen de régler définitivement le truc des baguettes jumelles. Peut-être que c'est ça l'intérêt de Dumbledore derrière la quête des reliques. Mais en vérité, ce qui est surtout extrêmement important, c'est que c'est ce que Voldemort fait en utilisant le sang de Harry. Et là, en fait, sans s'en rendre compte, il signe presque son arrêt de mort dans la coupe de feu. Et sans que le lecteur le sache non plus. C'est ça qui est intéressant. Moi, je pense qu'avec les reliques, Dumbledore, il veut que quelqu'un continue en fait sa quête de jeunesse, quoi. Il veut que ça persiste un peu, même si c'est pas lui qui les cherchera. Peut-être que c'est un peu son lui jeune qui se dit allez, faut pas que tu meurs sans que personne parte à la quête des reliques. Donc peut-être qu'il a voulu aussi faire persister ça par le biais d'Harry qui connaît bien. Ouais, et puis franchement, ça fait partir trop loin. Mais on peut se demander est-ce qu'il y a eu une autre alternative que la baguette de Suro aussi? Parce que le truc, c'est que, par exemple, sur le problème des baguettes jumelles, c'est que ça va plus loin que le fait qu'ils aient la même baguette. Parce que quand Voldemort change de baguette, ça marche pas non plus. Et là, c'est complexe parce que ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si Harry, il prend la baguette d'un autre et qu'il attaque Voldemort, si je me trompe pas, ça marche pas non plus. Peut-être que la baguette de Suro, elle a eu son importance quand même. Pas le maître de la mort, parce que ça n'existe pas. C'est une légende. Mais la baguette de Suro a peut-être eu son rôle à jouer, hein. Et puis c'est le moyen idéal aussi pour Harry de tuer Voldemort sans réellement le tuer parce que il fait un Expelliarmus et ça tue quand même Voldemort et ça c'est stylé. Ouais. C'est la fin de cette volière. Comme d'habitude, on attend vos hiboux de préférence sonore en message privé sur nos réseaux ou par mail à l'adresse en description. Alors, on peut pas tout garder, donc n'hésitez pas à nous renvoyer une question si ça fait 2-3 mois que vous nous avez contactés. Il y a la possibilité de nous écrire de vraies lettres par la poste moldue si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, de nous écrire, même si c'est pas pour la volière, on lit tout et on essaye au maximum de vous répondre. Notre podcast est disponible sur à peu près toutes les applis d'écoute. N'oubliez pas de nous laisser des étoiles et des commentaires si possible. Pour 4 galions par mois, vous pouvez rejoindre l'élite suprême de nos Patreons. C'est un moyen évidemment de soutenir notre projet. Et vous accédez en plus aux épisodes une semaine à l'avance ainsi qu'aux after-shows exclusifs qu'on enregistre à chaque fin de chapitre désormais. C'est ce qu'on s'apprête de faire avec Clément. D'ailleurs, on va jouer à un petit jeu sur les 4 champions. Bon, est-ce que t'es toujours partant pour rester un peu avec nous, Clément? C'est bon, t'en as pas trop marre? Non, ça va, ça devrait aller. Tu devrais nous supporter encore un peu. En plus, c'est un petit jeu léger. C'est un petit jeu. Ça va être sympa. C'est la première fois qu'on fait un jeu en after show. Bah ouais. C'est cool, hein. C'est cool. Ça va être un bon moyen de décompresser après ce chapitre assez riche en événements et lourd d'un point de vue psychologique, les débats de la volière. Vous nous avez trifouillé le cerveau avec vos questions.
N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne Twitch, c'est Stream934 pour rappel. Les replays sont dispo sur la chaîne YouTube en plus des podcasts. Et je live généralement le vendredi soir sur Twitch. D'ailleurs, merci à ceux qui sub sur la chaîne. C'est un autre moyen de soutenir Marina et moi, bien entendu. Et un autre moyen de soutenir, et le dernier d'ailleurs, c'est notre Tipeee qui est toujours là, toujours debout comme Renaud. On cite avec plaisir nos contributeurs, comme c'est la tradition. Merci à Corsetilou, Mugiwara, Julien BD, Lucie, Poki Pims, Bispac, Despirit, Sophie, Kimiduck, Aurélien, Kali, James, Pamela et Chloé. Quant à nous, on se retrouve soit en after show, soit pour la suite de la coupe de feu. Il sera question du chapitre 18 qui s'intitule L'examen des baguettes. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.